Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjuste et cette semaine, on va avoir un épisode rempli pour vous. Bon, faut dire que c'est le cas toutes les semaines ou à peu près. Alors, Marc-André Chaloux va m'accompagner pour une bonne partie du podcast afin de parler bien sûr de la NFL, des matchs à venir. Ça va commencer vite, hein, parce que c'est la semaine de la Thanksgiving américaine. On enregistre le podcast le mercredi matin et jeudi, ça va être la journée de l'Action grâce aux États-Unis, ce qui veut dire avoir trois matchs de football qui seront présentés. Alors, on va discuter de tout ça en compagnie de Marc-André. On va parler des Alouettes. Hein. Il se passe des choses à la position de carrière des Alouettes de Montréal. Et on va recevoir Jean-Vincent Paussy-Audette, coordonnateur de la défense de l'Université d'Ottawa, afin de boucler la boucle sur la saison du football universitaire canadien qui s'est terminé par une 12e conquête dans l'histoire du programme de football du Rouge et Or de l'Université Laval. Mais comme à l'habitude, on va commencer avec nos réactions excessives en compagnie de Marc-André. Réactions excessives à la suite de la 12e semaine d'activité du côté de la NFL. Marc-André, je vais y aller en premier avec ma réaction excessive à la suite des matchs de la dernière semaine. Les 49ers de San Francisco, ça va pas bien. Ils ont perdu à Green Bay contre les Packers. Brock Purdy n'était pas là. Il y avait plusieurs autres absents. On est décimé par les blessures. Pour moi, ça devient clair, OK? Les 49ers ne vont pas participer aux éliminatoires. J'ai lancé la serviette du côté des Niners. Alors, c'est ma réaction excessive. Écoute, le noyau de joueurs, Marc-André, des 49ers, ça fait longtemps qu'on mise sur le même noyau de joueurs, la mise à part Purdy, qu'on a repêché il y a 2 ans de ça. On commence à être âgé. C'est la raison pour laquelle tous ces joueurs-là sont blessés ou à peu près. Trent Williams a raté la rencontre, excellent bloqueur à gauche. À toutes les semaines, on n'est pas sûr ou à peu près que George Kittle va être en mesure de jouer. Mais Caffrey n'a pas l'air d'être le même porteur de ballon. Depuis qu'il est revenu au jeu, ne semble pas être aussi explosif que par le passé. Alors, ce noyau de joueurs qui avait affronté les Chiefs il y a 5 ans au Super Bowl lorsque Kansas City, avec Laurent Duvernay-Tardif, avait soulevé à bout de bras le trophée Vince Lombardi. Mais ça fait 5 ans de ça. Là. C'est une éternité du côté de la NFL. Pour moi, les Niners ont l'air d'être une équipe vieillissante à certaines positions, puis ils vont rater les éliminatoires, eux qui ont participé au Super Bowl au mois de février dernier. Ça fait même pas 1 an de ça. Je trouve que c'est pas si excessif que ça. Mais oui, cette division-là est vraiment à prendre. On se rend compte de ça cette saison. Elle est vraiment à prendre. Je pense pas. Je sais pas, en fait, qui est la meilleure formation de cette division-là. Je pense encore que c'est les Niners sur papier, quand tout le monde est en santé, mais là, je sais pas, hein. Les Seahawks, les Cards, les Rams. Moi, j'aime bien Seattle. J'aime bien Seattle. On va pouvoir en parler un peu plus OK. tard, mais je OK. commence à regagner confiance aux Seahawks. Hein. Moi, ma réaction excessive, je sais pas si c'est une réaction excessive ou c'est des fabulations que j'ai fait, où je me suis construit un scénario ou une histoire. Ma réaction excessive, c'est que Daniel Jones va signer avec les Eagles de Philadelphie. Là que je t'explique pourquoi. Parce que Daniel Jones et Jalen Hurts, c'est le même prototype de corps arrière. C'est des corps arrière mobiles, donc on n'a pas vraiment besoin de changer le cahier de jeu. Mais je veux même en aller plus loin que ça dans ma réaction excessive. Lors de la semaine 18, les Eagles vont avoir le titre de section de l'Est de la nationale bien en poche parce que les Je te vois Lions arriver, là. vont être premiers de l'association, mais les Eagles vont avoir l'avantage du terrain jusqu'en finale d'association. Et les Eagles, lors de la semaine 18, ils affrontent, bien oui, les Giants de New York. Donc, avec plus rien à jouer du côté des Eagles, on va décider d'envoyer dans la mêlée Daniel Jones contre son ancienne équipe. Et lors de ce match-là, Daniel Jones va mener les Eagles à la victoire. Saquon Barkley va battre le record de verge de Eric Dickerson en une saison. Donc, écoutez, ça va juste le scénario de C'est une film réaction parfait. excessive ou Et bien c'est des prédictions là, que tu es en train de faire? l'insulte parfait pour les partisans des Giants de New York qui nous écoutent. Ça serait un scénario rêvé pour le partisan des Eagles en moi. Ce serait un cauchemar pour toute l'organisation des Giants de New York. Il y a Kevin O'Connell, l'entraîneur-chef des Vikings du Minnesota, qui est allé de commentaires élogieux à l'endroit de Daniel Jones il y a quelques jours de ça. Puis il y a des rumeurs qui disent peut-être qu'il pourrait se retrouver avec les Vikings du Minnesota comme carrière réserviste. Bref, on verra. Alors ça, c'était nos réactions excessives à la suite de la 12e semaine d'activité du côté de la NFL. Alors, Didier, on va maintenant accueillir Jean-Vincent Posé-Odette pour parler de ce qui se passe dans la Ligue canadienne.
Oui, absolument. Ben ouais, parce que du Oui, côté des voilà, Alouettes, j'attendais euh, qu'on ben ouais. ouais, voilà. Ouais, Jean-Vincent qui nous joint, Jean-Vincent qui est coordinateur de la défense des GGs de l'Université d'Ottawa. On a décidé d'inclure Jean-Vincent dans notre conversation. Jean-Vincent qui a déjà fait partie du groupe d'entraîneurs des Alouettes il y a déjà quelques années de ça. Le temps passe tellement vite. Mais c'est que mardi soir, il y a une nouvelle qui est sortie par l'entremise du site Three Down Nation, comme quoi que Davis Alexander, eh bien, en était venu à une entente avec les Alouettes, une prolongation de contrat de 3 ans, et la nouvelle a été confirmée par la suite par plusieurs autres membres des médias. On attend toujours au moment d'enregistrement du podcast du communiqué de presse officiel des Alouettes, mais moi j'ai parlé avec des gens aussi qui m'ont confirmé que c'était bel et bien vrai. Alors, il semble que du côté de l'organisation montréalaise, messieurs, on a fait notre choix, on mise sur Davis Alexander. Alors, Alexander qui n'aura pas l'occasion, Marc-André, d'aller sur le marché des joueurs autonomes. Non, c'est une excellente une grosse transaction, une grosse signature du côté de Danny Machocha. Justement, c'était son dossier prioritaire, il en avait parlé durant l'entre-saison. On voyait qu'il y avait peut-être une divergence d'opinion entre lui et Jason Maas au niveau du choix du corps partant pour le début de la prochaine saison. Mais bref, ça a été vraiment le dossier prioritaire de Machocha est déjà réglé. On est le 27 novembre. Donc, Didier, justement, c'est quoi la suite des choses pour Davis Alexander? Est-ce que tu crois qu'il sera le corps partant numéro un de la formation lors du premier match de la saison 2025? Ah ben je crois que oui, je crois qu'il n'y a aucun doute, là. C'est un virage qu'on fait du côté des Alouettes. Alors pour moi, il n'y a aucun doute que Alexander va commencer la saison à titre de carrière numéro un. Parce que Cody Fajardo, tu sais, on en avait parlé lorsqu'on avait dressé le bilan de la saison des Alouettes. Oui, il a été le joueur par excellence lors du dernier match de la Coupe Grey, mais si on regarde dans l'ensemble, depuis qu'il est carrière partant des Alouettes, bon, oui, il avait connu un excellent début de saison lors des 5 premiers matchs, mais sa saison 2023, ça n'a pas été une grande saison, là, mis à part les 2 dernières minutes du match de la Coupe Grey. Et du côté des Alouettes, Danny Machocha, ça fait 3 ans, là, ça fait 3 ans qu'on prépare Davis Alexander. Depuis la première année d'Alexander, Machocha nous a dit que pour lui, c'était son carrière d'avenir. Alors, le moment était venu de faire le changement. Alexander a présenté un dossier de 4 victoires, aucune défaite en tant que carrière partant des Alouettes. Et l'attaque a été productive avec lui aux commandes. Alors, je pense que le moment était venu justement d'y aller d'un changement du côté des Alouettes. Et puis, lorsqu'on a entendu les propos de Danny Machocha lorsqu'il a dressé son bilan, ses commentaires élogieux à l'endroit de Davis Mhm. Alexander, on voyait clairement que lui, il penchait en faveur du plus jeune des deux carrières. Il avait les yeux pétillants lorsqu'il te parlait de Davis Alexander, comme moi lorsque j'ai vu ma blonde pour la première fois. J'espère qu'elle va écouter le podcast. Jean-Vincent, je voulais te dire, toi, est-ce que tu penses également que c'est sans équivoque que Davis Alexander sera le corps partant des Alouettes lors de la prochaine saison, lors du match numéro un? Et si oui, est-ce que c'est pas un manque de respect envers Cody Fajardo qui a mené l'équipe à la Coupe Grey, à une victoire à la Coupe Grey l'an dernier? Ils veulent le promouvoir comme partant. Je pense que c'est l'avenir. Il est jeune, il a un bon bras, il est mobile, il a tout ce qu'il faut pour réussir dans la CFL. Est-ce que ça va être lui le partant sans équivoque? J'aime le fait que si les Alouettes peuvent renégocier le contrat de Cody Fajardo puis le garder, puis Cody accepte son rôle. C'est sûr, c'est une pilule des fois difficile à avaler pour un vétéran. À tous les semaines, il y a des postes qui se gagnent, des postes qui se perdent. Puis je pense pas que ce serait un manque de respect. Cody, je pense qu'il a amené les Alouettes où ce qu'il pouvait les amener. Ils ont eu une belle saison, mais je pense que c'est le temps de passer le flambeau. Puis, comme un peu quand tu donnes une démotion, Gallagher, maintenant il joue sur le trio numéro 3. Avant, il jouait sur le Et on trio parle pas 1 de ou 2. hockey. Didier, il aime pas ça ici. Pas de hockey. Pas de hockey ici. Bon, ben, pas de hockey, Non, c'est non, je fais correct. des jokes. C'était juste Il pour m'a. donner une analogie. Je pense que Ouais, ouais, non. il- ce serait un bon rôle pour lui. Tu sais. Puis en plus, s'il peut embrace his role, c'est comme un mentor, de s'assurer que Mhm. le jeune il fasse bien. Puis c'est une longue saison. Tu as toujours besoin d'un bon vétéran de carrière, surtout dans le vestiaire, mais dans le meeting room offensif. Il va avoir une belle influence. Cody, il a vu du football, il a bougé beaucoup, fait que ça peut être un bon mentor pour Alexander.
Didier, on dit Ben, que c'est Cody Fajardo risque de restructurer son contrat, mais justement, est-ce que dans les faits, est-ce que ça veut dire quoi pour l'avenir de Cody Fajardo? Ouais, ça, c'est une bonne question, parce qu'il va être prêt à le faire, restructurer son contrat, parce que lorsqu'il s'est adressé aux médias à la suite de l'élimination des Alouettes, il a dit clairement, là, pour lui, il croit qu'il est toujours en carrière partant au sein de la Ligue canadienne de football. Alors, est-ce qu'il est prêt à accepter la réalité maintenant qu'il va devoir être un carrière réserviste? Je suis curieux de savoir, Jean-Vincent, qu'est-ce que tu penses de la situation? Parce que pour moi, je crois pas qu'on peut ramener Fajardo à titre de carrière réserviste du côté des Alouettes. Ça serait trop bizarre dans le vestiaire parce que Fajardo était le leader en attaque des Alouettes. Il était le carrière partant. Il y a un an à peine, il a mené les Alouettes à la conquête de la Coupe Grey. Alors maintenant, si tu veux qu'Alexander soit vraiment ton leader, qu'il devienne ton leader, ton carrière numéro un, je crois pas qu'il peut être contesté dans le vestiaire. Alors, si tu as toujours Fajardo, qui est l'ancien joueur par excellence du match de la Coupe Grey, ça serait une situation pour moi qui serait bizarre. Malgré le fait que Fajardo et Alexander s'entendent très bien, mais il faudrait peut-être pas essayer d'amener un autre carrière vétéran, peut-être un Jake Mayer, afin de seconder Davis Alexander, ou si toi tu crois que ça peut fonctionner, de ramener Fajardo, naturellement s'il accepte une diminution de salaire, et de le garder au sein de l'équipe comme carrière réserviste derrière Davis Alexander. Ouais, tu amènes des bons points, Didier. Tout ce que je peux dire, c'est que ça se peut, c'est faisable. Ça dépend de l'attitude de Cody. Si Cody Fajardo accepte son rôle, puis il a un mindset de vouloir aider l'équipe, puis de prendre son rôle. De toute façon, Cody, il va aller où? Tu sais, le reste dans le CFL, là, tu regardes la situation des carrières est pas mal stable, puis avec l'échange de Vernon Adams à Calgary. Um, fait que je pense pas, je pense pas que maintenant il y aurait une place pour lui ailleurs dans la CFL. Puis je pense que la situation idéale pour lui, c'est de rester avec la Zouette. Il connaît Jason Moss, il connaît le système offensif, il est confortable, il aime la ville de Montréal. Tout est là pour lui. Il faut juste maintenant qu'il accepte son rôle. Il est rendu, je pense, à 33 ans. Des fois, t'en perds un peu, puis c'est dur pour un athlète de voir ça, puis d'accepter ça. Puis si Danny réussit à y parler, puis le coaching staff y parle, puis il essaie d'avoir l'attitude gagnante, puis je pense que c'est possible qu'il revienne dans le locker room, puis ce serait pas aussi bizarre que tu penses, mais ça va dépendre de lui, ça va dépendre de son attitude. Si s'il est pas pour accepter son rôle, puis qu'il va être un peu il va être pas rebelle, mais qui va refuser son rôle, ben c'est sûr que ça va être un peu bizarre dans le locker room. Puis Danny, il va falloir qu'il échange ou qu'il laisse aller pour justement laisser toute la place à Alexander. Mais s'il est prêt à avoir la Parce- bonne attitude d'être d'un grand frère, puis d'aider Alexander, puis de comprendre que, comme j'ai mentionné, la saison est longue, la roue tourne, ça se peut qu'il redevienne partant parce que Alexander, il a encore besoin d'un processus de maturité. Il a quand même juste starté 7-8 games, je pense, Alexander, quelque chose comme ça. Fait que, je pense que l'avenir est bon pour lui, mais il n'est pas encore fully proven une saison complète. Fait que, moi, je trouve que ce serait une bonne police d'assurance pour les Alouettes. C'est une bonne situation si Danny et Jason Moss peuvent garder Cody une autre année. Juste s'assurer que Alexander est dans la bonne voie, puis c'est vraiment notre cheval d'avenir. Dans le passé, on l'a vu plusieurs fois, des jeunes carrières prometteurs dans le CFL. Finalement, ils n'ont jamais turn out comme on pensait. Hmm. Meilleur à Calgary, c'est un bel exemple. Ils ont laissé aller Bo Levi Mitchell pensant qu'il était en anglais washed up. Mais finalement, Meilleur il fait pas le travail. Fait qu'il faut être prudent. Oui, regarde vers l'avenir, mais comme coach, il faut que tu te prépares toujours là, hope for the best, prepare for the worst. So, moi, je garderais Cody une autre année, juste pour une belle transition. Puis Cody, ben, s'il accepte pas ce rôle-là, ben, il faut passer à autre chose. Puis on a l'impression, Didier, que justement, la relation entre Jason Maas et Cody Fajardo, on avait l'impression vraiment que c'était l'homme de Jason Maas, hein. Il y a une relation privilégiée entre les deux, justement. Est-ce que tu penses que cette relation-là peut être quelque peu, disons, effritée, peut-être, à cause que justement Davis Alexander risque peut-être d'avoir, disons, la pole pour entamer le prochain camp d'entraînement?
Je crois pas que ça va nuire entre la relation entre la relation entre Fajardo et Jason Moss. Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. À l'époque, lorsque Moss était collatéral à l'attaque des Riders et Fajardo était carrière partant. Mais je pense que Fajardo, lorsqu'il a parlé aux médias après l'élimination des Alouettes, il était conscient là, qu'Alexander, c'est un jeune quart talentueux. Puis c'est lui-même qui en a parlé. Il a dit, écoutez, ouais, ça peut être possible. Il est possible que l'organisation décide d'y aller avec Alexander pour la saison prochaine. Il avait dit, si c'est le cas, je vais devoir avoir une réflexion. Alors, je ne crois pas que ça va nuire à sa relation avec Jason Moss, mais les affaires sont les affaires du côté de Jason Moss et de Danny Machocha. On doit protéger la concession, puis l'avenir de la concession à la position de carrière. Je pense que c'était pas mal évident à la fin de la saison, après l'élimination des Alouettes, que ça passe Mm. par Davis Alexander. Puis pour en revenir à ce que Jean-Vincent disait, ça prend un carrière vétéran derrière Alexander. Pour toutes les raisons que Jean-Vincent a mentionnées, oui, il a présenté une fiche de 4 victoires, aucune défaite en tant que carrière partant. Ça a été un bel échantillon, mais comment il va se comporter pendant 18 matchs? La saison de la Ligue canadienne, elle est longue. Le calendrier est rigoureux. On a besoin d'avoir 2 bons carrières au sein de toutes les équipes de la Ligue canadienne dans la mesure du possible. Mhm. Parce que tous les carrières finissent par subir des blessures au cours des saisons. On l'a vu. Fajardo s'est blessé. Il y a 2 ans, Fajardo avait subi une blessure. Caleb Evans avait été en mesure de mener les Alouettes à des victoires durant son absence. Ça prend 2 carrières puisque les chances sont que le carrière numéro 1 va se blesser éventuellement. Alors, dans un monde idéal, ça serait Cody Fajardo. S'il peut piler sur son orgueil et revenir dans le vestiaire en tant que carrière numéro 2, s'il n'est pas en mesure de le faire, ou même s'il choisit de prendre sa retraite, parce que ça, c'est un autre scénario qu'il faut mentionner. Dans le cas de Fajardo, peut-être qu'il va décider, ben, regardez, j'ai gagné le Coupe Grey l'année dernière, les Alouettes ne veulent plus Il de y a un moi en tant que enfant aussi. carrière partant. Oui, ouais, c'est ça. Il est rendu à 2 enfants. Il vient d'avoir un enfant Ouais. au mois d'octobre dernier. Alors peut-être qu'il va décider, ben, regardez, moi, je vais juste me retirer, prendre ma retraite. Alors ça, c'est un scénario qui serait possible. Mais ce que je veux dire, du côté des Alouettes, on va devoir trouver un bon carrière réservé. Si Fajardo ne revient pas, du moins un carrière qui a de l'expérience à la Ligue canadienne, j'ai mentionné le nom de Jake Mayer, euh, McLeod Bethel Thompson, si ces joueurs-là sont prêts à être des réservistes derrière Alexander, parce que pour moi, c'est sans équivoque. On va avoir besoin de 2 carrières à un certain moment donné durant la saison 2025. C'est juste la nature de la saison de la Ligue canadienne en raison de son calendrier rigoureux. Donc, messieurs, les dominos, déjà, on est le 27 novembre, ça commence à tomber dans la Ligue canadienne, la position de quart. Les Alouettes, on a re-signé Alexander. Et les Stampeders sont allés se trouver un quart arrière en Vernon Adams. Euh, les Stampeders, lors des 2 dernières saisons, on a gagné seulement 11 matchs. On était vraiment à la recherche d'un quart, Jean-Vincent, depuis justement le départ de Bo Levi Mitchell. Est-ce que c'est une bonne nouvelle en soi? Est-ce que les Stampeders sont une meilleure formation aujourd'hui avec Vernon Adams? Je crois que oui. Vernon, on a eu la chance de l'avoir aux Alouettes. Vernon, il a toujours été casse. C'est les choses qui tuent les coachs, c'est le potentiel. On aime son potentiel, mais ça a pris du temps avant qu'il se développe. Dans le meeting room, c'est pas toujours facile. Comprendre lui arrivé d'Oregon. La game de la CFL est tellement différente, elle va tellement vite, il y a tellement de choses sur les épaules d'un carrière que ça a pris du temps. Puis, tu vois, il a finalement arrivé à maturité. J'ai aimé ce qu'il a fait à BC les 2 dernières années. Je pense que ça va être un bon quart de transition pour Calgary pour une couple d'années, mais quand même, faut Calgary, il faut qu'ils trouvent leur carrière d'avenir, comme un Davis Alexander, la même chose. Mais je pense une belle transition pour 2, 3 ans. Corps vétéran, je pense que Dickinson peut faire des bonnes choses, garder ça simple. Puis il est encore mobile. La clé pour j'ai oublié son nom. Adams? J'ai oublié son nom. Ouais, pour la clé pour Vernon, ça va être s'il peut rester en santé. Parce qu'il a toujours eu cette capacité-là, injury prone qu'on appelle, là. Même quand il était avec nous, Mhm. avec les Alouettes, était blessé. À BC, même chose, c'est un joueur fragile. Puis il essaye de créer beaucoup. Il veut. C'est un playmaker. Fait que quand tu es un joueur un Mhm. peu style playmaker, tu essaies d'en faire toujours un peu plus, ben c'est là que tu reçois le coup d'extra. Parce que c'est pas toujours les carrières comme
sont un peu plus classiques pocket, ben, ils vont sortir à de bounce, Mhm. ils vont prendre pas ces coups-là. Lui, Vernon va essayer de faire le jeu extraordinaire. Ça prend des coups ça donne un coup ou deux par chaque jeu. Fait que ça s'accumule. Fait que c'est pour ça que ces joueurs-là sont pas plus aux blessures. C'est le volume de coups qu'ils reçoivent. Comme un porteur de ballon qui brise des plaqués, ben, il reçoit deux, trois coups. Ça prend deux, trois coups de plus. Fait que ça s'accumule. Puis, comme Didier expliquait, les rigueurs de la saison de CFL, c'est vraiment exigeant. Des fois, tu joues le jeudi soir, puis après, tu as un short week. Euh, c'est dur sur le corps. Puis, Euh, je pense que je pense que c'est une bonne situation pour lui à Calgary. Dave Dickinson disait que vraiment qu'il voulait changer vraiment la dynamique de l'attaque. On s'est rendu compte qu'on a un constat d'échec dernièrement. Les 2 dernières saisons du côté des Stampeders, qui est quand même l'une des grandes organisations de la Ligue canadienne. On est allé chercher Vernon Adams. On a signé également PJ Walker, l'ancien de la NFL et de la XFL, qui est un peu dans le même moule. C'est un quart mobile. Est-ce que justement, c'est la solution parce qu'on a quand même un groupe de receveurs euh, assez intéressant du côté des Stampeders. Est-ce que c'est la solution pour justement faire fonctionner ce groupe de receveurs-là qui était avec Jake Mayer? Vraiment, ça fonctionnait nullement l'attaque des Stampeders cette saison. Ouais, ben, du côté de Vernon, toutefois, tu sais, c'est un carrière, bon, il est plus constant qu'il ne l'était avant. Ses performances sont un peu moins en montagne russe, mais il est toujours pas à l'abri, là, tu sais, d'être victime de 3 interceptions lors d'un match. Ça arrive, on voit ça. Ou même, durant les rencontres, il y a des moments où il demeure très imprécis. Puis une chose que j'aimais en Colombie-Britannique pour lui, c'est qu'on misait sur des receveurs de passe qui avaient des gros gabarits, Élite. notamment Justin McGuinness. Alors, lorsque Vernon Adams était imprécis, lui-même, il l'a dit souvent, lorsqu'il est imprécis, généralement, ses passes sont trop hautes. Avec McGuinness qui mesure 6 pieds 5, 6 pieds 6 pouces, ben, c'est pas grave si la passe manquait de précision. McGuinness est tellement grand et long, de longs bras, il est en mesure de réussir les attraper quand même. Alors, est-ce qu'on a ce genre de receveur de passeur du côté des St. Peters de Calgary? Je suis pas certain de ça. Et encore une fois, pour en revenir à ce que Jean-Vincent disait, euh, Vernon Adams, il n'a pas un cabaret imposant. Alors, il n'est pas à l'abri des blessures. Et puis, alors, jumelé au calendrier rigoureux, à tous les ans, Vernon Adams, il rate des départs en raison de blessures. Alors, on n'est pas nécessairement sorti du bois du côté des St. Peters en faisant l'acquisition de Vernon Adams. Et c'est une année de vérité à Calgary en passant. OK, on a ramené Dave Dickinson cette année après avoir gagné quoi? On a eu seulement 4 victoires cette année, là, j'oublie l'affiche des Mhm. Saints. Bref, on était la pire formation ou des pires formations de la Ligue canadienne. Si on répète le même genre de performance, ben, ça va être un ménage complet qui va se faire à Calgary l'année prochaine. Donc, ouais, il va y avoir beaucoup de pression sur Dave Dickinson et également Vernon Adams à Calgary. Petite note, messieurs, Vernon Adams retrouve son entraîneur-chef à l'université Eastern Washington, Beau Baldwin, qui est l'entraîneur des Cars à Calgary. Et je vais vous dire que la dernière fois que les Stampeders ont transigé pour un quart arrière, c'était en 2005, Henry Burris, et on sait comment ça a viré. Ça a quand même bien viré. On est allé chercher quelques Coupes Grey, quelques présences à la Coupe Grey par la suite. Donc, Vernon Adams dit, je te renvoie la balle, et maintenant un membre des Stampeders de Calgary. Ouais, alors le jeu de la chaise musicale à la position carrière du côté de la Ligue canadienne, on n'y est pas avec ça. Ça fait même pas 2 semaines que le match de la Coupe Grey a été joué. Et puis déjà, ben, les morceaux se placent. Adams à Calgary, Alexander qui reste à Montréal. On va voir quelle sera la décision de Cody Fajardo concernant son avenir. Ben écoute, merci beaucoup Marc-André. On va se rejoindre un peu plus tard afin de faire le tour des rencontres qui seront présentées du côté de la NFL lors de la 13e semaine d'activité. Mais tout d'abord, Jean-Vincent et moi, bon, on va enchaîner avec la victoire du Rouge et Or de l'Université Laval. Ça a été une très belle victoire contre l'Université Laurier le week-end dernier. 12e conquête de la Coupe Vanier par le Rouge et Or de l'Université à Laval. Alors, félicitations à Glenn Constantin et à tout le programme du Rouge et Or. Comme je le disais, ça a vraiment été une belle victoire. Qu'est-ce que tu as retenu de cette conquête de la Coupe Vanier par Laval, Jean-Vincent? Wow, incroyable. Je manque de mots. C'était une performance, je dirais, si j'avais une note à donner, c'est A+. Euh, c'est une leçon de football qu'ils ont donnée à l'équipe de Laurier. Ce que je retiens, c'est l'exécution, le Big Red Machine. Laval a été Laval. Tu vois, les game plans ont été solides. Ils n'ont pas forcé la note.
si je regarde l'attaque, ils ont été super méthodiques. Justin, tu sais, il a bien dirigé l'offensive. Ils ont été une coupe de jeux explosifs, surtout la première série, avec juste sur le tight end, je ne me rappelle plus, sur un crossing route. Mais ils ont été super méthodiques, ils n'ont pas forcé le jeu. Ils ont pris ce qu'il y avait à donner. Laurier, quand même, leur front défensif est solide. On a eu la chance de les affronter cette année. Leur D-line, linebacker ont solide front. C'est sûr que le running game n'était pas aussi, il n'est pas aussi présent pour Laval, mais ils ont pris les passes dans le flat, ils ont avancé le ballon méticuleusement. Puis quand la défensive de Laurier fait des arrêts, ils ont fait des stops, ben ils ont enchaîné avec des field goals avec Forteza. Fait que l'attaque a été méthodique, la défensive de Marc Fortier est super bien faite. Il m'a surpris en début de game, il a amené une pression cover zero avec numéro 21 qui a fait un sac. C'était, j'ai oublié son nom, un ancien gars de Lévis. Non, c'est défensivement, ils ont super bien fait. Ils ont joué une attaque méthodique. Les special teams, Mathieu Bertrand, il a vraiment bien fait ça. Je retiens une séquence là, en fin de deuxième quart. Là, c'est là le match s'est joué. Laval menait par beaucoup. Euh, Laurier sont revenus avec un jet d'attiré, running back draw. Ils ont arrivé là pour début. Laurier ont scoré. On pensait qu'elle allait revenir dans le match. Mais toute la série d'après, l'attaque du Rougeard a marché dans le terrain, a fait un field goal. D'habitude, après que tu as marqué un toucher offensif, la défensive, tu as toujours euh, limité les dégâts. Puis Laval a repris le momentum. Ils ont créé un fumble la série d'après. Ils ont fait un autre field goal. Non, c'est vraiment une belle partie de football, une leçon des trois phases du ballon. Vraiment impressionné. Puis tu as vu l'équipe poise, une équipe championne. Laval, ils n'ont jamais paniqué. Laurier n'ont pas tiré profit de leur côté athlétique, leur côté vitesse. Je pensais qu'ils exploiteraient plus Ethan Jordan avec sa vitesse, des choses comme ça. Mais la défensive de Laval était suffocante. Puis chapeau à l'équipe de Drougeard, toute l'équipe, les joueurs ont bien fait. Le coaching staff, ils ont come up pour le game plan. Tu sais, je parle de coach, évidemment, c'est mon bébé. Ouais. Mais c'est vraiment là, chapeau. C'est une belle exécution de A à Z. Jamais j'ai senti que Laval a paniqué. Il était en contrôle du match du début à la fin. Comme j'ai dit, c'est une leçon de football. Puis Laurier, tu vois, c'est une jeune équipe dans le terme de championnat. Laval, been there, done that. Tu vois que c'est une équipe aguerrie, autant du coaching staff que des joueurs. Fait que, non, c'est une belle conquête. Puis c'est un beau match. Laurier se sont bien battus, mais la machine rouge était trop forte aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Arnaud Desjardins? Parce que moi, une chose qui m'a impressionné, c'est clairement du côté de la défense de Laurier, on ne voulait pas concéder les longs jeux. On a mis au Mhm, défi Desjardins d'être patient. Puis écoute, il a complété 13 passes à son porteur de ballon, Mathieu Roy. 13 passes, mhm, puis même, bon, je regardais Roy en entrevue, lui-même disait qu'il était surpris, il ne s'attendait pas à être aussi sollicité par la passe. Mais pour un jeune carrière, mhm, d'avoir été patient et d'avoir pris ce que la défense lui donnait. C'est ce qu'on dit souvent en carrière, de ne pas forcer la note. Force pas le ballon dans la double mhm, couverture. Prends qu'est-ce que la mhm, défense adverse te donne. Mais de voir qu'il a été assez patient mentalement pendant les 4 quarts pour pas déroger de ce plan-là, moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant de la part de nos si jeunes carrières. Parce que même dans les rangs professionnels, tu le sais, des fois, tu vois, les carrières sont pas capables d'être patients. Ils forcent la note, puis là, c'est là qu'ils sont victimes de revirements. Desjardins est en mesure d'éviter ça lors du match le plus important de la saison. Tout à fait d'accord, Didier. C'est la chose la plus difficile pour un jeune carrière de ne pas forcer la note, de ne pas vouloir y aller agressivement, puis lancer dans le field pour aller chercher le long gain, puis d'être méthodique. Fait que je donne crédit à Arnaud, une belle maturité, qui a montré une belle maturité, un beau poise tout le match. Puis aussi, je donne crédit au staff d'entraîneur, Justin, tout le coach offensif, parce qu'ils ont bien coaché, ils ont bien préparé le carrière, puis ils ont bien fait comprendre c'est quoi la réalité, c'est quoi qu'ils ont besoin de faire pour gagner un championnat. Des fois, c'est pas nécessairement les jeux qui sont tape à l'œil, flashy, c'est de faire les petites passes, les petites exécutions, prendre ce que la défensive te donne, puis de progresser. Puis c'est ça qu'ils ont fait les trois phases du ballon. C'est ça qui est extraordinaire. Euh, j'ai regardé encore le tape ce matin une deuxième fois.
Ils ont toutes fait les petites choses, les petits détails. Euh, Au niveau de protection de punt, ils ont couvert, ils ont tout fait à l'attaque. Ils ont exécuté les trois phases du ballon. Comme je t'ai dit, c'était solide comme game plan. Je leur donne un A+. Tout le coaching staff. L'exécution des joueurs, chapeau. Euh, tu sais, Ndeki, je cherchais tantôt Ndeki, il a fait des beaux jeux blitzés. Il a fumble recovery. Laval, ils ont pris soin du ballon. Laurie, ils n'ont pas pris soin du ballon. Ils ont créé des revirements, ils ont échappé le ballon, ils étaient chanceux, ils ont récupéré le couple de fois. Mais Laval ont pris soin du ballon. Ils ont fait les choses qu'une équipe championne font, de ces détails-là qui fait que tu gagnes les championnats Hmm. versus que tu es un runner-up. Euh, Puis Laval, ils se sont comportés comme un boxeur mature qui sait ce qu'il a à faire, puis qui voit le jeune champion arriver, puis ils l'ont juste gardé à distance avec des jabs, jabs, jabs. Puis Laval, finalement, ils ont donné le knockout punch. Puis encore une fois, tout à l'honneur du coaching staff. Euh, je pense à Mathieu Bertrand, Marc Fortier, Juice, Carl Brennan, évidemment Glenn. Euh, un travail de moine incroyable. Puis chez les heures que ça prend, la patience pour come up un bon game plan comme ça. Puis chapeau aux joueurs, comme ils ont exécuté incroyable. Je suis vraiment impressionné là, de A à Z. Parce que Laurier, c'est toute une machine de football. Ils sont pas aussi disciplinés que Laval. C'est un peu plus chaotique leur approche, mais c'est Mais une j'ai une bonne équipe question de pour toi. football. Vas-y. Ouais. Oh, ouais, j'ai une question pour toi. Excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre, mais juste, ça fait quelques reprises, puis avec raison, tu sais, tu soulignes le travail que le groupe d'entraîneurs du Rouge et Or a fait. Tu as été entraîneur du côté de la Ligue canadienne avec les Alouettes. Euh, Tu sais, on peut compter sur les doigts d'une main, là, le nombre d'entraîneurs qu'il y a québécois dans la Ligue canadienne de football. Euh, Plusieurs des meilleurs joueurs canadiens, tu sais, viennent de la RSEQ, tu sais, viennent du Québec. C'est pas pour Mhm. être chauvin, c'est juste une réalité. Mhm. Euh, Ouais. il n'y a pas un manque d'ouverture d'esprit, tu sais, du côté de la Ligue canadienne afin de donner une chance aux entraîneurs du Québec. Tu sais, as mentionné le nom de Justin Etier, tu sais, notamment. Tu sais, bon, Glenn Constantin, rendu à cette de sa carrière, bon, je pense pas que Glenn serait intéressé à quitter son emploi, tu sais, pour aller du côté de la Ligue canadienne de football, mais tu sais, Marc Fortier, l'excellent collateur de la défense du Rouge et Or. Tu sais, je ne sais pas c'est quoi les aspirations de ces gens-là, s'ils ont déjà aspiré à travailler dans la Ligue canadienne. Réellement, Mathieu Bertrand est un très bon joueur au sein de la Ligue canadienne. Euh, Mhm. il n'y a pas un manque d'ouverture d'esprit, justement, au sein des équipes de la Ligue canadienne. Parce que je ne peux pas croire que lorsqu'on regarde qu'est-ce qui se passe à Laval euh, depuis de nombreuses années, qu'il n'y a personne qui a voulu tu sais, embaucher un de ces entraîneurs-là au sein de la Ligue canadienne pour voir, OK, est-ce qu'ils peuvent reproduire le même genre de succès du côté de la Ligue canadienne? C'est quoi ton opinion là-dessus? Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a un manque d'ouverture d'esprit, ça c'est certain. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je ne veux pas parler pour certains coachs comme Justin, Glenn, Marc Fortier puis Matt Bird, mais je pense pas qu'ils quitteraient leur situation idéale pour aller dans le CFL, parce que le CFL, c'est très volatile. Admettons, comme là, Danny est en charge des Alouettes, puis c'est parfait, puis il est en contrôle, puis il peut garder son monde. Tu ne peux pas faire un saut dans le CFL, tu fais pas confiance au directeur gérant, VP football. C'est toute une organisation que tu fais un saut dans le CFL, il faut que tout ait confiance en ce monde-là, higher ups, parce que il n'y a pas de stabilité. Euh, en anglais, you're hired to be fired. Fait que je pense pas que Glenn quitterait une belle situation. Même chose pour Marc Fortier, Juice, pour aller dans une situation, admettons, comme Hamilton, puis que 3 ans plus tard, le propriétaire il a perdu patience, puis il fait le ménage, puis là, il se retrouve avec rien. Euh, je pense que Laval, ils ont une bonne situation là-bas financièrement, les installations, ils ont le joueur, ils ont le bassin. Ça prendrait là, une offre miraculeuse. Il aurait fallu, admettons justement, que disons, Danny n'était pas aux Alouettes, euh, que les Alouettes engagent, admettons, le staff d'Urgard, puis ils se connaissent, puis que le front office soit francophone, puis qu'il y ait des assurances un peu, là, comme un peu de stabilité pour que les coachs restent au moins 4-5 ans, le temps de bâtir quelque chose de solide. Mais ils vont pas déménager pour un contrat de 3 ans à Milton pour essayer de turn around quelque chose, puis que finalement, euh, ils vont quitter une bonne situation. Fait que c'est un peu
mon avis Hmm. là-dessus, là, à ce niveau-là. Ouais, il n'y a rien d'attrayant d'aller travailler ou de vivre à Hamilton, ça, on s'entend là-dessus. Ben écoute, Jean-Vincent, je te J'ai pas dit ça. remercie. T'es pas obligé de commenter là-dessus, t'es pas obligé de commenter là-dessus. D'un coup qu'un jour les Tiger Cats veulent t'embaucher, je veux pas te mettre dans l'embarras. Dis rien, je pense que c'est plus sage. Écoute, Jean-Vincent, Ouais, hey, je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation, de nous avoir accompagnés durant toutes les éliminatoires du football universitaire canadien. Je te remercie beaucoup, puis peut-être qu'on pourra se reparler au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, avec la fin de la saison régulière de la NFL qui s'en vient, des éliminatoires. Alors peut-être qu'on pourra parler de tout ça, mais je tenais à te remercier d'être venu afin de nous aider à dresser le portrait des éliminatoires du côté du football universitaire canadien. ça fait plaisir, Didier. Bonne fin de journée. Ben, bonne fin de journée à toi aussi. Alors, c'était Jean-Vincent Poussy-Audette, un coordinateur de la défense des GGs de l'Université d'Ottawa. Alors, du côté de la NFL, comme je le disais tout à l'heure, ça va commencer fort jeudi, hein, la 13e semaine d'activité avec 3 rencontres qui seront présentées, étant donné que ça va être la journée de l'Action de grâce américaine, la journée de la Thanksgiving. Alors, on accueille à nouveau Marc-André afin justement de faire un survol de cette 13e semaine d'activité. On commence avec les Dolphins avec leur fiche de 5 et 6. Ils vont affronter les Packers à 8 et 3. Ce sera le match du jeudi soir. Et Didier, on annonce de la neige à Green Bay. Ce sera féerique. Et je veux juste te mentionner que Tua Ah, Tagovailoa, dans sa carrière, a une fiche de 0,7 lorsque la température est sous 4 degrés Celsius. Donc, est-ce qu'il pourra renverser la tendance? ben, je te dis tout de suite, moi, je choisis les Packers. Juste à cause de la météo, je vais choisir Green Bay pour gagner. Parce que ben, tu viens de mentionner les statistiques de Tua lorsqu'il fait froid. Puis bon, on parle t'as dit quoi, 4 degrés Celsius, c'est pas si froid que ça, là, quand même. Ouais, Là. c'était 40 Mais Fahrenheit. J'ai été Tua, obligé de faire la conversion. ouais, c'est ça, 40 Fahrenheit. Donc, on s'entend, là, c'est pas un temps glacial. Mais toi, depuis le début de sa carrière, il nous a nous montrer que par temps froid, il ne joue pas bien. Même sous la pluie, il a des ennuis depuis le début de sa carrière. Et sous Mike McDaniels, depuis qu'il est l'entraîneur-chef des Dolphins de Miami, les Dolphins, ben, on n'a jamais des bonnes fins de saison. Là. C'est la période de l'année où on commence à avoir des ennuis. Lorsqu'on joue dans des endroits où que la température n'est pas idéale, l'attaque n'est pas la même. Alors, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que les Dolphins me prouvent qu'ils sont en mesure de bien terminer une saison régulière et de bien jouer dans la neige, dans le froid ou sous la pluie, je ne peux pas endosser Miami, malgré le fait que les Dolphins jouent très bien. La semaine dernière, Marc-André Mhm. Tua, 317 verges par la passe, 4 passes de toucher, aucune interception. Jalen Waddle, 8 réceptions sur 144 verges, un touché. C'était contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mais quand même, on a écrasé les Patriots, on a fait ce qu'on devait faire afin de maintenir des chances mathématiques de participer aux éliminatoires. Mais à Green Bay, au Lambeau Field, je suis obligé de choisir les Packers à la fin de l'emporter. Je veux savoir, Didier, qu'est-ce qui se passe avec Tyreek Hill? Tyreek Hill, il est invisible. On a comme changé le plan de match du côté des Dolphins. Qu'est-ce qui se passe avec Tyreek Hill? Ben, Hill est ennuyé par une blessure à un poignet, puis je crois il y a environ 2 semaines, il a dit qu'il allait devoir subir une intervention chirurgicale une fois que la saison sera terminée. En fait, il a un tendon, il a un ligament, pardon, de déchiré dans un poignet. Alors ça, c'est pas facile. Là. Tu sais, Tyreek Hill, bon, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, on peut penser qu'est-ce qu'on veut de lui à l'extérieur du terrain, mais c'est un battant. Il joue en dépit de blessures, de blessures présentement. Alors, pour moi, il n'est pas à 100%. Alors, peut-être que c'est ça qui explique le fait qu'on le voit moins du côté de l'attaque des Dolphins et puis là qu'on cible plus Jalen Waddle. On a un peu changé la philosophie aussi du côté de l'attaque des Dolphins. On cible davantage John Smith, l'implique davantage aussi. Ça semble porter ses fruits. On implique également Devon Achane Ouais, mais dans il le est jeu productif, aérien. ouais. Dans le, Jonnu Smith, c'est vraiment incroyable. Il a été ciblé 11 fois lors du dernier match. Il a été ciblé au moins 8 fois, je pense, dans 3 des 4 derniers matchs de l'équipe. Donc ça, c'est intéressant. Les Packers ont affronté seulement 4 équipes cette saison. Les Dolphins vont être la cinquième avec des adversaires dont l'attaque est dans le top 10 en termes de verges en attaque dans la NFL. Ils ont une fiche seulement de 1 victoire, 3 défaites.
La seule victoire, c'était contre les 49ers la semaine dernière. C'était face à Brendan Allen et non pas Brock Purdy. Ouais. Est-ce que je pense que les Packers sont un peu... selon moi, je pense qu'ils sont moins bons de qu'est-ce qu'on pense, mais je pense que moi aussi, le froid, ça m'effraie. 0-7, je l'ai dit pour toi, Tom Valois, mais 0-12 les Dolphins lors de leurs 12 derniers matchs sous Mm. des températures quand même assez froides. Donc, moi aussi, je prends les Packers pour l'emporter. Ouais, on Les dirait que la Steelers à 8, tendance va se oui, maintenir, hein? Mais ouais, une chose, je veux ouais. dire, du côté des Packers, avant qu'on parle d'une autre rencontre, Jordan Love, j'aimerais ça le voir connaître une solide performance. Il est dû. Tu sais, tu l'as dit, la semaine dernière, bon, on a Mm, affronté Brendan Allen, carrière réserviste des 49ers de San Francisco. Josh Jacobs a réussi un tour du chapeau, 3 touchés au sol, il a été formidable. Mais Jordan Love, là, il aurait pu facilement être victime de 3 interceptions, là. C'est juste que les joueurs des Niners n'étaient pas intéressés à attraper le ballon. Heureusement pour lui, ben, il ne connaît pas une bonne saison, là, nécessairement, Jordan Love. Alors, non. j'aimerais ça le voir connaître un match solide. Il me semble qu'il est dû. Alors, on va voir là, s'il sera en mesure de le faire jeudi soir. Mais bon, deuxième jeudi consécutif, on devrait avoir du football là, sous la neige après le match à Cleveland la semaine dernière. Ah, c'était si beau. Les Steelers, fait qu'une fiche de 8-3 vont affronter les Bengals à 4-7. Ben, je ne sais pas si on peut dire que les Bengals ont encore une chance d'accéder aux éliminatoires, mais si c'est le cas, c'est vraiment un match qu'on ne peut vraiment pas échapper du côté de la troupe de Joe Burrow. Ouais, puis ça va te donner une occasion justement de revoir les images de la défaite des Steelers à Cleveland jeudi soir dernier sous la neige. Mais Joe Jameis Burrow, Winston, quel joueur! ouais, Jameis. Moi, c'est ses entrevues d'avant-match Ah, et d'après-match. d'après-match. C'est vraiment quelque chose. Oh, oui, c'est ça, là. Tu sais, là, lui, il Les était anges dans la émerveillé d'avoir neige. l'opportunité de jouer sous la neige. Ben ouais, c'est ça. Oui. Il était comme un enfant. Ah, sacré Jameis. Mais là, les Steelers, ils vont affronter les Bengals à Cincinnati. Et puis, Joe Burrow, là, il connaît une saison incroyable. C'est la même chose pour Jamar Chase, mais pour eux, défensivement, on a beaucoup d'ennuis du côté des Bengals de Cincinnati. Mais c'est du quoi? Je vais choisir les Bengals afin de causer une surprise et de défaire les Steelers. C'est un match de section. Le match va avoir lieu à Cincinnati. Et l'attaque des Bengals, je sais qu'elle va marquer des points. Alors que l'attaque des Steelers, on assiste à un peu de ralentissement là, de la part de Russell Wilson. Alors, est-ce qu'il va pouvoir bien jouer comme il l'avait fait auparavant depuis qu'il a été inséré au sein de la formation partant? On va avoir des doutes du côté de l'attaque des Steelers. J'en ai pas concernant l'attaque des Bengals de Cincinnati. Défensivement, peut-être que la défense des Bengals sera le remède justement pour Russell Wilson et l'attaque des Steelers. Mais c'est quoi? Les Bengals sont trop talentueux pour encaisser une autre défaite. Burrow joue trop bien. Alors moi, je vais choisir les Bengals afin de causer la surprise et l'emporter. Si tu as des doutes sur l'attaque des Steelers, ben, je pense que la défense des Bengals, ça va nous donner peut-être des solutions ou des réponses, disons, parce Ouais. que justement, la défense des Bengals, spécialement contre la passe, elle est quand même assez vulnérable dans le top 10 pour le plus grand nombre de verges allouées par la passe. Mais moi aussi, je pensais honnêtement que tu allais prendre les Steelers. Je pensais me différencier avec les Bengals, mais moi aussi, je vais avec les Bengals, même si Joe Burrow a lancé 8 interceptions à ses 5 derniers départs contre les Steelers. Je pense que les Bengals qui ont une fiche de 1-6 cette saison dans les matchs décidés par 7 points, je pense qu'on a joué un peu de malchance en fin de match aussi. Je pense que justement, que les Bengals, l'attaque des Bengals va avoir le dessus, va faire la différence. Moi aussi, je choisis les Bengals pour l'emporter. Les Ouais, je Chargers t'avertis, j'ai de choisi Los quelques Angeles. surprises cette semaine. Non. OK, on essaie de faire prendre du galon, de revenir dans la course. Les Chargers Ben de ouais, là, Los on est Angeles rendu à à la 7 et 13e 4. semaine, alors faut que je me Ouais. mette en marche, là. Les Chargers à 7 et 4, donc, vont affronter les Falcons à 6 et 5. Ce sera une semaine courte pour les Chargers qui doivent voyager à l'autre bout du pays. Et pour les Falcons, bon, on revient d'une semaine de congé. Ça semble, en apparence, être un duel assez favorable pour les Falcons. En théorie, hein, les Mhm. Falcons ne peuvent pas perdre ce match-là. Pour moi, là, parce que là, tu as les Buccaneers de Tampa Bay. Je sais que les Falcons ont 2 victoires contre les Buccaneers. Mais là, Mike Evans est revenu au jeu la semaine dernière pour les Bucks. Ils jouaient contre les Giants. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont facilement gagné au MetLife Stadium.
mais ils sont toujours en train de talonner les Falcons. Puis quand tu regardes le calendrier qui reste aux deux équipes, il semble que ça pourrait favoriser les Buccaneers de Tampa Bay. Tu l'as dit, ça va être une courte semaine pour les Chargers. Mais la défense des Falcons, pour moi, ça demeure un problème. Puis on en parle depuis Mhm. l'été, toi et moi. Hein? On n'a pas de chasseur de corps. Oui, on a fait l'acquisition de Matt Judon au cours de l'été, mais Matt Judon a juste 2 sacs et demi du corps. On ne le voit pas. On n'est pas en mesure de presser les carrières adverses. Puis la défense des Falcons, elle est molle. Là, je commence à me dire, c'est quoi la différence entre cette édition des Falcons qu'on voit présentement comparativement aux Falcons qu'on a vu lors des dernières années, là, mis à part la saison dernière bon, avec Desmond Ridder, mais est-ce qu'il y a une différence vraiment entre cette équipe des Falcons-là avec Kirk Cousins au poste de quart, comparativement aux Pas équipes vraiment. des Falcons lors des dernières années de la carrière de Matt Ryan? On a les mêmes problèmes Mhm. du côté de la défense. Alors, moi, je vais choisir les Chargers pour l'emporter. Malgré la courte semaine, mais les Chargers, avec leur excellente ligne à l'attaque, on va voir si J.K. Dobbins va participer à la rencontre. Il n'a pas été en mesure de terminer le match de lundi soir contre les Ravens. Il semble avoir subi une blessure, un genou. Alors, on va voir s'il sera là. Mais je sais qu'est-ce que je vais avoir de la part des Chargers. Si Quentin Johnson peut juste arrêter d'échapper des passes, je crois que les Chargers peuvent aller à Atlanta avec leur gros signe à l'attaque, leur bonne défense et donner des problèmes aux Falcons et même l'emporter. Alors moi, je choisis Los Angeles. Je m'en allais faire une blague. Je m'en allais dire que la défense des Falcons n'aura au moins pas besoin de surveiller Quentin Johnson. Il n'y a pas besoin de personne pour échapper des ballons Ouais, ouais. dans le jeu aérien. Écoute, Mais tout ça pour sérieusement, là, dire que c'est vraiment c'est difficile à regarder, ça, oh, le soir. Je me sentais mal pour lui à un certain moment. mais à sa défense, il jouait du bien meilleur football depuis quelques semaines, depuis un Ouais. mois assurément. Donc, quand même, c'est bien triste qu'il soit encore parce qu'il a été le bouc émissaire depuis son repêchage, finalement, toute la saison dernière. C'est un peu triste pour lui. En plus, à heure de grande écoute, pauvre Et lui. Ça aurait pu être un match à as-tu vu 13 les heures. joueurs qu'on aurait pu repêcher? Non, mais as-tu vu les Ouais, joueurs qu'on aurait pu ouais. repêcher à sa place lors du repêchage de 2023? Les deux choix suivants, c'était deux receveurs de passe, dont Zay Flowers, puis j'oublie c'était lequel, c'était qui l'autre receveur, mais peu importe. Si on avait choisi ces deux joueurs-là à la place, est-ce que c'est Smith and Jigba? Je me souviens pas. C'était définitivement Zay Flowers, mais C'est en tout cas, peu possible. importe. On serait mieux nantis là, du côté des Chargers. Mais comme tu as dit, il connaissait quand même une bonne saison. Il avait démontré une amélioration. On espère qu'il va pouvoir se replacer. Du côté des Chargers, on a des blessés. J.K. Dobbins, c'est important quand même. Il va rater le match. Ça sera au Ouais. tour de Gus Edwards dans le champ Ah, arrière. c'est Je voulais officiel qu'il ne sera peut-être pas là, parler de ouais? la, ouais, 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 ouais. Blessure au genou, j'ai regardé ce OK. matin. Les Chargers, on a accordé 57 points lors des deux derniers matchs. Je trouve que la défense commence vraiment à ramollir. Je peux m'exprimer ici du côté des Chargers. Mais puis justement, est-ce que Kirk Cousins va pouvoir en profiter? Parce que c'est pas rose, Kirk Cousins, depuis le début de la saison. Il a pas lancé de passe de toucher dans deux matchs de suite pour la première fois de sa carrière. Mais par contre, est-ce que je pense qu'il va pouvoir en lancer une ce dimanche? Je pense que oui. Mais je pense encore que les Chargers, c'est une meilleure formation. C'est une formation plus solide. Malgré la semaine courte, je pense que Jim Harbaugh va avoir préparé son équipe adéquatement. Je pense que je vais prendre les Chargers pour l'emporter contre les Falcons. Les Falcons, tu l'as dit, la défense est suspecte. L'attaque est très ordinaire. Je vois rien de spécial dans cette équipe-là, moi, les Falcons. Ah, écoute, on va voir. Comme je te dis, ils ne peuvent pas perdre ce match-là parce qu'en plus de ça, ils avaient congé la semaine dernière. Donc, ils ont 2 semaines pour se préparer. Le match est à Atlanta, à domicile. Moi, j'ai hâte de voir ça. On va en apprendre beaucoup sur les Falcons parce que, comme tu l'as dit, Mm. semaine courte du côté des Chargers, tout semble favoriser les Falcons d'Atlanta. Mais la défense, j'ai aucune confiance en cette unité défensive. C'est une des raisons pour laquelle je choisis les Chargers. Mais j'ai hâte de voir ça. Sauf Falcons, de me prouver que j'ai tort et de démontrer que cette défense-là est en mesure d'être robuste. Mais depuis le début de la saison, c'est pas qu'est-ce qu'on a vu. Les Cardinals de l'Arizona à 6-5 vont affronter les Vikings au Minnesota qui sont 9-2. Les Vikings sont sur une séquence de 11 victoires consécutives à domicile sur les Cardinals. Leur dernière défaite remonte à 1977 alors que les Cards étaient à Saint-Louis. Ouais, les Vikings, ils ont un dossier de 9 victoires et 2 défaites, puis ils continuent de talonner
les Lions de Détroit, hein, les Lions qui ont seulement une défaite. Mais je sais pas si t'es les Lions, là, t'arrêtes pas de gagner. Malgré tout, tu as toujours les Vikings qui sont là en arrière. Puis ça, personne n'en parle. Hein. Donc, ils sont toujours dans la course pour le premier rang, pas juste de la division, mais de l'association nationale avec ton équipe, les Eagles de Philadelphie, qui ont deux défaites seulement également. Mais j'ai vraiment aimé la performance de Sam Darnold hein, contre les Bears de Chicago. C'est Mhm. depuis qu'il a été victime de 3 revirements lors de 2 matchs consécutifs, ben là, il a évité encore une fois les revirements contre les Bears, mais c'est pas juste ça. T'sais, il a ramené les Vikings dans le match. Il a complété de belles passes, 330 verges par la passe, 2 passes de toucher, aucune interception de son côté. Alors, est-ce qu'il va pouvoir connaître le même genre de match? Il va jouer à domicile contre la défense des Cardinals, qui est quand même surprenante. Hein. C'est pas un groupe qui est très talentueux. Mais moi, je vais choisir les Vikings afin de l'emporter. Parce que la défense du Minnesota, c'est une des meilleures de la NFL contre le jeu au sol. Et les Cardinals, ils ont besoin de jeu au sol pour gagner. La défense des Seahawks a fait du bon boulot. On a complètement arrêté James Conner et Trey Benson la semaine dernière. Je pense que ça va être une deuxième défaite de suite pour l'Arizona. On va aller au Minnesota. Flores va avoir un bon plan de match, je crois, contre Kyler Murray. C'est simple, il faut le garder dans la pochette, parce que ses jeux explosifs, habituellement, il les fait lorsqu'il est en mesure de sortir contre la pochette. Alors, jumelé au fait qu'on devrait arrêter l'attaque au sol des Cardinals, je pense que ça va être une autre victoire pour les Vikings du Minnesota. On peut pas courir contre les Vikings. Ce sera une mauvaise semaine potentiellement pour James Conner. Et les Vikings ont accordé en moyenne 6,2 verges au sol par match au quart adverse cette saison. C'est bon pour le premier rang dans la NFL, donc le plus bas total. Donc, ça explique tout. Les Cardinals vont vouloir s'en sortir avec Kyler Murray, avec des jeux peut-être improvisés, puis c'est la force des Vikings. Donc, je vois pas comment les Cards peuvent se sortir de cette situation-là. Moi aussi, je choisis les Vikings pour l'emporter. Et je pense que Justin Jefferson, après avoir été muselé par Jalen Johnson des Bears, va vraiment rebondir cette semaine. Donc, je m'attends à un grand match également de Justin Jefferson. Les Ouais, Eagles pour de Philadelphie à Jefferson, 9. pour Oui, ouais, pour vas-y, Jefferson, vas-y. excuse-moi. Non, on lui a apporté une attention particulière du côté des Bears de Chicago. Puis je sais, quand tu regardes la feuille de statistiques, on dirait qu'il n'a rien fait. Mais il y a un impact dans le match. Il y a notamment un touché de Jordan Addison où il y a 3 joueurs des Bears, tu vois, ils avaient les yeux rivés sur Justin Jefferson. Ça a permis à Addison de se libérer dans la zone des buts. Donc, statistiquement, on dirait qu'il n'a pas eu d'impact, mais quand tu regardes le match, Jefferson a vraiment eu un impact sur la performance de l'attaque des Vikings du Minnesota parce qu'on lui portait tellement d'attention que ça a permis à Addison de se libérer. Alors ça, c'est un vrai receveur numéro un. C'est très souvent, on dit, ah, tel Mhm. gars, c'est un receveur numéro un. Il y en a environ une dizaine dans la NFL, là, vraiment. Mais ça, c'est un joueur que tu n'as pas le choix. Il faut que tu lui apportes une attention particulière. C'est ce que les Bears ont fait, mais même lorsqu'il ne touche pas au ballon, il a un impact. Ce qui a permis à Addison de se libérer continuellement au cours de la rencontre. Je vais juste mentionner ça parce que il a vraiment. Puis même, il y a eu une réception, je pense, d'une soixantaine de verges qui a été annulée à la suite d'une pénalité. Mais Justin Jefferson, même s'il n'a pas connu un gros match en termes de statistiques, il a un impact dans cette victoire des Vikings du Minnesota en prolongation. C'est un bon plan de match du côté des Bears. On s'est dit, si les Vikings sont pour nous battre, ce ne sera pas avec Justin Jefferson. Il va falloir que les autres fassent le travail. Ben, c'est ce Mhm. que Addison a fait, ce que Hawkinson a fait. Je pense même que Naylor a un touché. Ouais. Bref, les autres joueurs, les acteurs de Aaron Jones soutien du a côté plus de des 100 verges au Vikings, sol. Ouais. ouais, exact, ont répondu à l'appel. Donc, ça, c'est de bon augure du côté des Vikings. Les Eagles, à 9-2, vont affronter les Ravens à 8-4. Ça, Didier, c'est quand même deux formations qui, je trouve, des ressemblances depuis le début de la saison. Gros Ce sont match. deux équipes qui ont subi. Oui, vraiment, vraiment. Ce sont deux équipes qui ont subi des éliminations en éliminatoire la saison dernière. On a signé vraiment deux porteurs de ballon vedettes. On a essayé de pallier à un problème en entre-saison en signant deux porteurs de ballon vedettes et ce, en sortant le chéquier. Donc vraiment, et c'est deux équipes qui connaissent du succès avec ces porteurs de ballon-là. Donc vraiment, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre ces deux équipes cette saison. Non, c'est vrai, c'est un bon point que tu apportes. Puis, tu sais, lors des dernières années, tu sais, ça arrive à l'occasion qu'il n'y a pas de porteur de ballon repêché en première ronde du repêchage. Lorsque les porteurs de ballon deviennent des joueurs autonomes, les équipes sont réticentes à faire sauter la banque pour eux.
Là, écoute, Saquon et Derrick Henry qui ont été les deux meilleures acquisitions via le marché des joueurs autonomes durant la dernière saison morte, ben, nous démontrent que lorsque tu mises sur un porteur de ballon élite, ben, ça a un impact au sein de ton équipe au complet. C'est ce qu'on voit. Tu sais, c'est pas une coïncidence que les Ravens et les Eagles connaissent de bonnes saisons. Oui, c'était déjà des bonnes équipes, mais l'ajout de ces deux joueurs-là, l'impact est indéniable. Saquon a été incroyable la semaine dernière contre les Rams avec 255 verges au sol, deux touchés de plus de 70 verges. Pour moi, il est un candidat au titre de joueur par excellence de la NFL. Je sais, Mhm, traditionnellement, on remet ce titre-là au carrière. La dernière fois qu'un porteur de ballon a été sélectionné en tant que joueur par excellence de la Ligue, il faut remonter à 2012, Adrian Peterson, parce qu'il avait gagné plus de 2000 verges au sol. Mais c'est quoi? C'est le moteur des Eagles. Je pense que c'est indéniable maintenant. Et puis, défensivement, la défense joue mieux des Eagles de Philadelphie. Et c'est sûr que lorsqu'on domine au niveau du temps de possession, la défense passe moins de temps sur le terrain, on a de forces fraîches, mais quand même, on joue mieux. La tertiaire s'est grandement améliorée comparativement au début de la saison. Notamment les choix repêchage de Quinn Mitchell, Keenan Cooper de Jean, ça rapporte. Mais Jalen Carter au sein de la ligne défensive, il y a des mhm, allures, il m'a l'air d'un joueur qui va être le prochain Chris Jones, qui va devenir le prochain joueur de ligne défensive qui est tout à fait dominant. Et pour les Ravens de Baltimore, Marc-André, moi j'ai encore des doutes concernant la tertiaire. Tu sais, on a parlé tout à l'heure des passes échappées de Quentin Johnston un lundi soir des Chargers. Donc il y avait des opportunités de faire des jeux contre la tertiaire. Il y a un manque d'exécution avec les passes échappées de Johnston. Mais là, on va affronter A.J. Brown, Devontae Smith, euh, on pourrait avoir des occasions du côté des Eagles d'aller chercher des jeux explosifs avec le jeu aérien parce qu'il n'y a aucun doute que du côté des Ravens, on est solide contre la course, on va utiliser des ressources afin de ralentir Saquon Barkley, avoir des opportunités pour Jalen Hurts afin de compléter des passes dans des zones profondes contre cette mauvaise tertiaire des Ravens de Baltimore. La raison pour laquelle moi je vais choisir les Eagles, ton équipe, afin de l'emporter. J'ai hâte de voir ce match-là. C'est vraiment un bon duel. mhm. Moi, j'ai hâte de voir parce que les Ravens et les Eagles, c'est deux des sept formations dans la NFL cette saison qui n'allouent pas en moyenne 100 verges au sol par match. Mais on a deux excellents. En fait, on a les deux meilleurs porteurs de ballon cette saison dans la NFL en termes de verges. Donc, je me questionne si on va continuer à. Si on va y aller force contre force. Est-ce qu'on va continuer à courir davantage, même si on sait que la défense contre la course des deux équipes est vraiment excellente? J'ai hâte de voir un peu cet affrontement-là dans les tranchées. Ça sera intéressant. Moi aussi, je prends les Eagles pour l'emporter parce que justement, tu regardes attaque-défense. L'attaque des Eagles est quand même excellente. L'attaque des Ravens est excellente. La défense des Eagles, tu l'as dit, elle s'est améliorée. Elle est, selon moi, excellente. C'est là, c'est la tertiaire. C'est la défense des Ravens qui, pour moi, est peut-être la tertiaire qui est un point d'interrogation. Donc, je trouve qu'on est vraiment plus faible dans cette facette-là. Donc, c'est pour ça que ça me fait pencher du côté des Eagles. Oui, mais oui, c'est un match qu'on doit absolument regarder pour tous les amateurs de NFL en fin de semaine. Les 49ers de San Francisco à 5 et 6 vont affronter les Bills à 9 et 2 à Buffalo. Les Bills sont sur une séquence de 14 victoires de suite en saison régulière en décembre et janvier. C'est la deuxième plus longue séquence de l'histoire de la NFL. Ouais, puis ils vont poursuivre leur succès, là. Moi, je choisis les Bills pour l'emporter. Tu sais, je l'ai dit lors de ma réaction excessive. Pour moi, les 49ers ne vont pas participer aux éliminatoires. Et en première demi, oublions le fait que Brock Purdy n'était pas là, Trent Williams n'était pas là, il joue en attaque. Défensivement, en première demi, la semaine dernière, on a raté 15 plaqués. 15 plaqués ratés en première demi. Ça, c'est un sommet cette saison lors d'une première demi du côté de la NFL. Là, on va affronter l'attaque des Bills de Buffalo. Josh Allen, bien sûr. Non, je ne vois pas comment défensivement on va être capable de ralentir l'attaque de Buffalo. Le match va avoir lieu à Buffalo. La dernière fois qu'on a vu les Bills, ils ont défait les Chiefs de Kansas City. On sait quel genre d'atmosphère qu'il y a à Buffalo avec leurs super partisans, le Bills Mafia. Pour moi, je suis convaincu que les Bills vont gagner. Si les Niners l'emportent, tant mieux pour eux. Ben, ça serait vraiment une surprise selon moi. Puis, de ce que j'ai lu, on ne sait toujours pas si Brock Purdy va être en uniforme. Je rappelle qu'on enregistre le podcast mercredi matin. Alors, les équipes n'ont pas encore commencé leur semaine de préparation. Je parle des formations qui vont jouer dimanche. Mais moi, j'ai bien hâte de voir ça. Puis, en plus de ça, McCaffrey, il n'a pas l'air d'être le même joueur. Seulement 44 verges au Mhm. sol en 16 courses la semaine dernière.
Alors, moi, je choisis les Bills de Buffalo. Toi, qui tu choisis entre les Niners et les Bills? Moi aussi, je vais y aller pour les Bills. Mais chose certaine, c'est que Brock Purdy a fait beaucoup d'argent pour son prochain contrat en demeurant à la maison la semaine dernière parce qu'on s'est rendu compte que sans Brock Purdy, ben, l'attaque des Niners, c'est pas ça tout. Moi, je pense aussi qu'on va peut-être donner la chance à Josh Dobbs au détriment de Braden Allen de commencer le match aussi. Euh, ouais, c'est inquiétant aussi, Hmm. Christian McCaffrey t'apporte un bon point, hein. C'est la plus longue course de la saison. Jusqu'ici, c'est 13 verges seulement. Il nous a habitués à des courses vraiment explosives. Dans le jeu aérien, il n'y a Ouais, pas de imagine, problème, hein? mais il n'est pas complètement rétabli. En fait, c'est mon opinion, mais je pense pas qu'il est complètement rétabli de sa Il blessure. n'a pas l'air Ça a d'être vraiment été une lui-même. longue blessure. Non, exactement. Exactement. Il t'a parlé d'une équipe vieillissante. Il y a- Écoute, je ne sais pas si Brock Purdy va jouer. On n'a pas de nouvelles. Plusieurs pensent que oui. Moi, j'en ai aucune idée. Chose certaine, c'est que même Brock Purdy, lorsqu'il était de la formation lors des dernières semaines, lors des 8 premiers matchs de la saison, il a tenté 29 passes de plus de 20 verges lors des 8 premiers matchs. Et lors des 2 derniers matchs, il n'en a tenté zéro, aucune. Donc, moi, ça me dit qu'il y avait un problème du côté de Brock Purdy. Il était blessé, ça fait déjà quelques matchs. Moi, je pense qu'à 5 et 6, peut-être qu'on n'a peut-être pas lancé la serviette parce que la division est serrée, mais si on perd ce match-là, je pense pas. Je pense qu'on va prendre notre temps avec Brock Purdy, qui est à toute vraisemblance notre quart d'avenir. Fait que moi aussi, je choisis les Bills pour l'emporter. Et si Brock Purdy ne joue pas, ça sera le même genre de dénouement, je pense, que qu'est-ce qui est arrivé à Green Bay la semaine dernière pour les 49ers. Donc, en rafale cette semaine, pour la semaine numéro 13, les Bears à 4 et 7 vont affronter les Lions. Le match est à 12h30 jeudi. Donc, demain, on enregistre mercredi matin. Les Lions qui sont 10 et 1. Et Didier, je voulais revenir un peu sur ma prédiction des Bears qui ne s'est pas avérée vraie la semaine dernière. Mais j'ai passé bien près de t'interrompre dès le début du podcast et d'exiger des excuses parce que les Bears, franchement, ont passé proche de l'emporter. Ouais, mais penser proche, c'est quoi? C'est une défaite. C'est ça. Alors, écoute, C'est juste bon même lorsque faire, je j'étais pense. en C'est ça onde au l'expression. NFL Red Zone, ouais, voilà. Ben ouais, ben lorsque j'étais en onde au NFL Red Zone en compagnie de Renaud Bourbonnais, je vois les partisans des Bears qui étaient excités au Soldier Field lorsque Chicago a créé l'égalité. Puis je disais, ah, attendez, là, on s'en va en prolongation. C'est pas fait encore. Là, on n'a rien gagné. Le résultat, c'est une autre défaite pour Chicago. On est rendu à quoi? 5 défaites de suite, là, je crois, du côté des Bears. Oui, exact. Bon, au moins, on est compétitif. Caleb Williams, 340 verges par la passe, 2 passes de toucher, aucune interception. Mais il conserve le ballon trop longtemps par moment. Il a été victime d'un sac en prolongation. Que ça peut simplement pas arriver. Ça devrait être un bon match. Ça va bien commencer la journée de jeudi. J'ai hâte de rencontre-là, mais je choisis les Lions afin de poursuivre leur séquence victorieuse. La rencontre va avoir lieu à domicile. C'est une tradition. Le premier match du jeudi d'Action grâce américaine a toujours lieu à Détroit. La foule va être gonflée à bloc au Soldier Field, au Ford Field. Alors, ouais, moi, je choisis les Lions. C'est le 20e duel de l'Action de grâce entre les Bears et les Lions. Les Bears ont une fiche de 11 et 8. Moi aussi, je pense qu'ils seront 11 et 9 après ce duel-là. Donc, moi aussi, je choisis les Lions pour l'emporter. Les Giants à 2 et 9 vont affronter les Cowboys à 4 et 7. 4 et 7, c'est le match de l'après-midi, jeudi. Tommy DeVito ou Drew Lock, parce que Tommy DeVito semble, on n'est pas sûr qu'il sera en mesure de disputer la rencontre. Ils vont affronter Cooper Rush. Vraiment, c'est un match que vous pouvez aller voir si la dinde est au four, si les Faire une aliments. Pas obligé de sieste. regarder ce match-là. Ouais, faire une sieste. Donc, je sais pas, hein. Moi, j'ai décidé de prendre les Cowboys parce que je pense que, je sais pas, parce que je le feel. Ils sont 0-5 à domicile cette saison. Je pense qu'ils vont en gagner une enfin. J'ai pris les Cowboys pour l'emporter contre les Giants. Ouais, moi aussi, je choisis Dallas. Finalement, les Cowboys qui vont aller chercher une première victoire cette saison. Puis tu vois à quel point la ligne à attaque des Giants, elle est mauvaise. Ça n'a pas été long. DeVito s'est Mhm. blessé. Là, bon, peu importe si on envoie Drew Lock dans la mêlée, peut-être que lui va se blesser à son tour derrière cette très mauvaise ligne à l'attaque. Peu importe. New York, là, c'est un désastre complet, autant du côté des Jets que des Giants. En première victoire cette saison à domicile, finalement, pour les Cowboys. Peut-être un petit parenthèse sur les commentaires de Malik Neighbors qui, tu sais, quand une recrue
démontre un peu de fierté. Bref, on se rend compte que Malik Neighbors est un joueur spécial. Tu sais. Je pense que c'est une recrue qui doit. Il a dit que les Giants avaient été, disons, soft, ils avaient été mollassons lors du dernier match. Donc, j'aime bien voir ça de Malik Neighbors. Je pense que c'est un gars qui peut prendre. C'est un gars sur qui on peut bâtir une formation gagnante, que celle des Giants de New York. Ah, Les Ray. son Oui, receveur de vas-y. passe. Les receveurs de passe, ils chialent tout le temps quand ils sont pas ciblés. C'est ça essentiellement que Neighbors il fait. Mais Mhm. bref. Assez, Bref. assez de temps passé Les, à parler des Giants. les Raiders à 2-9 vont affronter les Chiefs à 10-1. Pour les Raiders, Garner Minshew s'est blessé. Il ratera le reste de la saison à la clavicule. Euh, retour de Aiden O'Connell, est-ce que ça change quelque chose? Je ne pense pas. Je n'ai pas choisi les Chiefs pour Non, l'emporter. ça change rien. Ça va être le match de vendredi, la rencontre du Black Ouais. Friday. Une victoire pour Kansas City. Ça a tout pris à fait que les Chiefs se battent les Panthers à Caroline. Mais là, contre les Ouais. Raiders, non, c'est une victoire Kansas City. Ouais. L'écart de points est à 12,5 au premier au livre. Ça vous dit en dit long, ce match-là. Noah Gray, je voulais mentionner, 4 touchés en 2 matchs. C'est quand même intéressant du côté de Noah Gray. On le voit de plus en plus sur le terrain. On essaie probablement de ménager Travis Kelce pour la fin de la saison et les éliminatoires. Les Colts à 5-7 vont affronter les Patriots en Nouvelle-Angleterre à 3-9. Et ma première observation, c'est qu'on est loin d'un duel Manning-Brady. Hein. Ah, ça, c'est dans le passé, le bon vieux temps. Hein. Comme on disait, Ouais. là, ça va être Anthony Richardson contre Drake May. Moi, je vais choisir les Patriots. Le match est à la Nouvelle-Angleterre, à Foxborough. J'aime ce que je vois de la part de Drake May. Anthony Richardson, tu sais, j'en parlais la semaine dernière, j'avais hâte de voir s'il pouvait connaître un deuxième des bons départs consécutifs. C'est laborieux, hein, encore une fois, de son côté. Puis la défense des Colts, elle n'est pas très bonne. Je pense que May va être en mesure de faire assez de jeu pour mener les Patriots à une victoire. Drake May a une fiche de 3 victoires et a perdu 3 de ses 4 matchs à domicile depuis qu'il est partant. Donc, moi, je vais choisir les Colts, même si la ligne à l'attaque des Colts, on a des blessés du côté de la ligne à l'attaque. On ne sait pas qui sera de la formation. On pense même il y a peut-être un joueur de ligne qui va disputer un premier match depuis 2022, mais je pense que les Colts se doivent de remporter ce match-là s'ils veulent rester au cœur de la course dans la division sud de l'association américaine. Les Seahawks de Seattle à 6-5 vont affronter les Jets à 3-8. Et du côté des Jets, on a accordé en moyenne 26 points par match sous Ulbricht, sur le nouvel entraîneur-chef. On en accordait 17 sous Robert Saleh, donc 9 de plus par match. Vraiment, la défense est en train de tomber du côté des Jets. Ouais, les Jets qui avaient congé la semaine dernière, les Seahawks, j'ai aimé qu'est-ce que j'ai vu de la part de leur unité défensive. La défense s'améliore là, depuis quelques semaines. On sait que Mike McDonald est anciennement le coordonnateur de la défense des Ravens de Baltimore. Il en a sa première année maintenant comme entraîneur-chef des Seahawks de Seattle. On a limité les Cardinals d'Arizona à seulement 49 verges au sol. Leonard Williams, un gros plaqueur numéro 99, était constamment dans le champ arrière. Il a vraiment connu tout un match contre l'Arizona la semaine dernière, contre la mauvaise ligne à l'attaque des Jets. Je pense que Williams, il avait été un choix de première ronde des Jets lorsqu'il avait terminé sa carrière à USC. Contre son ancienne équipe, il va être motivé. Il va poursuivre sa bonne séquence. Ça va être la même chose du côté de la défense des Seahawks de Seattle. Alors, victoire des Seahawks contre Aaron Rodgers et les Jets. Les Jets, l'équipe des Jets est plus intéressante du lundi au jeudi, du lundi au samedi que lorsqu'ils jouent le dimanche. Donc, moi, je choisis les Seahawks aussi pour l'emporter. Les Texans à 7-5 vont affronter les Jaguars de Jacksonville à 2-9. Est-ce qu'on va assister au retour de Trevor Lawrence? Je ne sais pas. Chose certaine, je pense que les Texans se doivent de rebondir après un duel vraiment. Après qu'on ait échappé un match face aux Titans. Comment que Doug Peterson, comment il a toujours son emploi? Moi, j'étais certain après la DG là, de 52-6 il y a 2 semaines contre les Lions de Détroit. T'as-tu On t'as-tu avait entendu ce congé qu'il la a semaine dit? suivante. Alors, qu'est-ce qu'il a dit encore? Vas-y. Il a dit il allait avoir. Il y a eu des changements à l'interne, Ah oui, 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 j'ai vu internal, ça, ouais. cette semaine, mais il n'a pas voulu nous révéler c'est quoi. Donc, mystère. J'ai bien hâte de voir. Oh wow! Ouh, on a hâte de voir ça. Soudainement, là, Oui. les Jaguars devenaient une meilleure équipe. Mais non, voyons donc, c'est n'importe quoi ça. Je ne sais pas comment c'est, Oui. il a toujours son emploi. On avait congé après avoir subi la DG de 52-6 contre les Lions. Moi, je serais certain qu'on avait profité de la semaine de congé pour y aller d'un changement d'entraîneur. C'est pas le cas. Écoute, les Texans de Houston, c'est un remède. Bon, c'est un match de section, généralement, c'est plus serré qu'on peut l'anticiper, mais moi, je pense que les joueurs en ont assez de Doug Peterson.
Ça va pas bien du côté des Texans. On a des ennuis de protection. Écoutez, là, on a accordé pas moins de 17 sacs lors de notre 4 derniers matchs du côté des Texans de Houston. Ça explique pourquoi CJ Stroud, en partie, connaît une mauvaise deuxième saison dans la NFL. J'ose croire qu'on va être en mesure de défaire les Jaguars de Jacksonville. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre l'avance. Rapidement, les joueurs des Mhm. Jaguars vont abandonner parce que je pense qu'ils ont lancé la serviette dans le cas de Doug Peterson. Peut-être qu'ils se sont dit du côté des Jaguars qu'il y a 10 équipes qui ont perdu contre les Lions. C'est peut-être pas un bon baromètre pour dire qu'après la défaite contre les Lions, on doit limoger son carrière, son entraîneur-chef, mais bon. 52 à 6, Marc-André. 52 à Ouais. 6. C'est la NFL. Tu sais, écoute, là, tu peux pas accorder 50 points dans la NFL, voyons donc. Ah ouais. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Les Titans du Tennessee à 3-8 vont affronter les Commanders à 7-5. Parlant de remède, parce que les Commanders, 3 défaites de suite, et on a assisté à une fin de match complètement folle la semaine dernière. C'est vraiment les unités spéciales des Cowboys qui ont fait de la différence en fin de match. Oui, il y a eu plusieurs matchs la semaine dernière où les unités spéciales ont vraiment joué un rôle critique là, dans la victoire ou dans la défaite de certaines formations. Les Commanders sont en perte de vitesse. Je ne sais pas. Tu sais, bon, du côté de Jaden Nanos, il en demeure pas moins que c'est un joueur recru. Alors, ce qui est en train de frapper le mur, tu sais, du côté des joueurs recrues, là, c'est beaucoup de matchs là, comparativement au football universitaire. Bon, je dis ça, mais là, on joue de plus en plus de matchs là, du côté du football universitaire américain. On est presque rendu à 16 matchs pour l'équipe pour les équipes qui vont se rendre en finale. Mais bref, les Titans, ils ont gagné 132 verges au sol contre les Texans de Houston. La défense des Commanders, elle a des ennuis. Je pense que son retour sur terre du côté de Washington, choisir les Titans, ils vont causer une surprise et l'emporter. Oh! Comme je t'ai dit, j'ai choisi quelques surprises cette semaine. Le Tennessee, Will Levis joue mieux qu'il le faisait en début de saison. Mhm. Bon, oui, il ne peut pas éviter les interceptions. Il a été victime d'une interception retournée pour un toucher, même si il a mieux joué dans l'ensemble contre les Texans de Houston. Mais je choisis le Tennessee afin de l'emporter. Austin Eckler dans le protocole des commotions, le porteur de ballon du côté des Commanders. Brian Robertson est blessé à la Ouais, il a été cheville. frappé Bien, solidement. Hein? Il avait complètement ouais. perdu conscience. Ouais. Si bien que Jeremy McNichols va assurément voir le terrain pour les Commanders. Et Jeremy McNichols, c'est un match revanche. C'est un ancien des Titans. Et je pense qu'il va guider les Commanders à une victoire sur les Titans. Je choisis les Commanders pour l'emporter. Les Buccaneers de Tampa Bay à 5-6 vont affronter les Panthers à 3-8. Je parlais de Will Levis qui joue mieux. Bryce Young joue mieux depuis qu'il est de retour dans la Ouais. formation. Mais ce ne sera pas suffisant. Je pense que les Buccaneers vraiment vont l'emporter face aux Panthers. Ouais, en plus de ça, Bryson, il a eu un solide match contre la défense des Chiefs, qui est une des meilleures de la NFL. Alors, moi, je pense que les Panthers vont être coriaces, mais les Bucks, ils ne peuvent pas se permettre d'échapper cette victoire-là. Là. Les Falcons sont toujours à leur portée. Alors, s'ils vont participer aux éliminatoires, ben, ils doivent gagner ce match-là. Je vais choisir les Buccaneers. Puis j'aime que ce que je vois de la part de Baker Mayfield. Il est vraiment devenu un leader au sein de cette formation de Tampa Bay. Je vais vous en parler dans le segment fantasy, mais le calendrier des Buccaneers est facile d'ici la fin de la saison. Je Ouais, ne serais pas surpris favorable, de les hein? voir au premier. Mhm. Exactement. Je ne serais pas surpris qu'ils soient au premier rang de la division. Bref, les Rams à 5-6 vont affronter les Saints à 4-7. Euh, les Rams, sérieux, on a échappé un match contre les Eagles. Je pense que les Eagles étaient une meilleure Mhm. formation que les Rams, mais je pense qu'on doit retrouver le droit chemin face aux Saints. Les Rams se doivent de remporter ce match-là. Ouais, écoute, les Rams, je pense qu'on est rendu, comment je dirais ça? C'est bon, Cooper Cup est revenu au jeu. La même chose avec Nakua. Mais il manque quelque chose du côté de cette formation des Rams. Les Saints, ils avaient congé la semaine dernière. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs. Ils sont invaincus depuis le congédiement de Dennis Allen. Je pense que ça va se poursuivre. C'est comme si là, Wow! on a de l'espoir là, du côté de la Nouvelle-Orléans. Je te l'ai dit, j'allais choisir des surprises. Alors, est-ce que les Saints sont C'est bon. favoris même? Je pense que les Saints sont favoris, ouais, pour l'emporter. Il faudrait que j'aille Ouais, regarder. Mais c'est ouais. ça. Donc, ouais, moi, je choisis les Saints pour gagner. Je pense que les Rams sont plus talentueux, on a un meilleur coach et on est plus en santé. Par contre, puis je pense que Matthew Stafford va avoir un meilleur match parce que pour appliquer de la pression, les Saints sont 28e dans la NFL. Donc moi, je choisis les Rams pour l'emporter. Et finalement, le Les match du Rams sont lundi soir, je favoris. pense. Favoris par 2 points et demi. Ah, voilà. Donc, Ouais. Ah, ben donc c'est je une vais choisir surprise. les Rams. Moi, je choisis les Saints, moi. Oui.
Les Browns à 3 et 8 vont affronter les Broncos à Denver qui sont 7 et 5. Didier Jaden Daniels est devenu le premier quart recru à vaincre une défense dirigée par Jim Schwartz depuis 2016. Est-ce que Bo Nix sera le deuxième? Je pense que oui, parce que je pense que les Broncos vont l'emporter. Moi aussi, je choisis Denver. Bonix, à ses 5 derniers matchs, Marc-André, 11 passes de toucher, une interception seulement. Donc, Mhm. il est productif, il fait pas juste bien mieux protéger le ballon. Souviens-toi, en début de saison, on l'avait surnommé Beau Pix. Il était victime d'interception, mais on voit vraiment une progression de sa part. Alors, écoute, chapeau à Sean Payton afin de développer un beau Knicks. Mais la défense des Broncos qui est solide. Alors, ouais, une victoire pour Denver. Là. Denver, on a besoin de continuer de gagner afin de participer aux éliminatoires. Alors, moi aussi, je choisis les Broncos. Alors, écoute, ça termine les rencontres qui vont être présentées durant la 13e semaine d'activité. Puis ça va nous permettre de jeter un coup d'œil, justement, au tableau des prédictions. Alors, de quoi ça a l'air cette semaine? Ah, tu vois, les quarts demeurent de 3 entre toi et moi, mais là, avec mes choix surprises, peut-être que c'est la semaine où je vais venir te rejoindre. Ouais, 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 ouais. Marie, quand même, je pense qu'elle a pris un match sur moi encore. Donc, Marie, vraiment, maintient la cadence et tout. Elle est vraiment, vraiment excellente. Vraiment, 129,50, c'est vraiment très bon. Oui, définitivement. On ne mentionnera pas, bon, la semaine que Guillaume a connue, 5 et 8. Mais on sait que Guillaume, il aime ça, là. Y aller de surprises, sélectionner des surprises. Mais quand même, j'ai Les fini 8 et 5 en Panthers, les terminant. Ravens, Ouais, ouais, c'est ça. Là, lui, il Lyon. est en mode surprise. Là. Il prend des chances. On approche la fin de la saison. Il n'est plus dans la course. Alors, il tente d'être un Ouais, héros là, avec ses sélections. ouais. Mais, ouais, tout ça pour dire que j'ai pas réussi à réduire ton avance sur moi. Hein. Non, En fait, tu as gagné un non, j'ai match. pris un Tu as été match. 9 et 4 la semaine Ouais, dernière. Moi, j'ai été 8 et 5. Bon, ben, c'est cette ouais, semaine. Cette ouais. semaine, ça se passe, Marc-André. Là, on a quelques choix différents. Alors, la porte est Je ouverte te le souhaite, afin je te le que je souhaite. Ben, réduise pas ton vraiment, avance. mais je te le souhaite. Ouais. Alors, en tout cas, encore une fois, félicitations à Marie qui maintient son avance en tête. Alors, si je peux juste finir devant toi, je vais être satisfait de la saison Ouais. 2024 en termes de prédiction. Écoute, on va se tourner vers le fantasy football. C'est le moment où tu vas de tes recommandations hebdomadaires. Mais bon, ça va commencer dès jeudi, cette 13e semaine d'activité. Puis, on va y aller avec la position de carrière. Est-ce qu'il y a un quart qui, selon toi, une confrontation avantageuse, tu crois, qu'il va être productif cette semaine, puis on se doit de le faire jouer absolument. C'est vraiment une saison décevante pour CJ Stroud, mais on en a parlé tout à l'heure. Le remède, ce sont les Jaguars de Jacksonville. La semaine dernière, il a quand même obtenu 17,7 points fantasy. C'est son plus haut total depuis la semaine numéro 6. Il ne faut pas oublier que CJ Stroud est meilleur avec Nico Collins dans la formation, moyenne de 17 points fantasy avec Nico Collins cette saison. Et comme je l'ai dit, les Jaguars, c'est un remède à pas mal toutes les équipes, à part Sam Darnold. On accorde en moyenne près de 23 points fantasy au quart adverse cette saison. C'est un sommet dans la NFL. Et on a accordé 23 passes de toucher également. Ça, c'est pour le deuxième plus haut total dans la NFL. Donc, pour moi, CJ Stroud va quand même lancer au moins 2 passes de toucher. Il va y avoir Joe Mixon qui devrait rebondir au sol également. Bref, tout le monde peut rebondir contre les Jaguars. Puis ça va se poursuivre cette semaine pour les joueurs des Texans. Maintenant, Jared Goff connaît une bonne saison. Il va jouer dès jeudi à midi et demi à Détroit lorsque les Lions vont recevoir les Bears de Chicago. Mais tu crois qu'il y a des meilleures options cette semaine plutôt que le carrière des Lions? En fait, Jared Goff connaît une bonne saison pour le football, mais pour le niveau fantasy, c'est autre chose parce qu'on n'a pas vraiment besoin, souvent dans des matchs, lorsqu'on prend les devants du côté des Lions, on court avec le ballon, on n'a pas vraiment besoin des passes de toucher de Jared Goff. En fait, il a terminé une fois dans le top 10 à la position au cours des 6 dernières semaines. Il a terminé au premier rang au total il y a 2 semaines. Euh, Comme je le disais, Détroit est axé sur le jeu au sol. La défense des Bears est assez coriace contre la passe également. Donc, moi, je pense que le scénario de match, hein, on dit le game script en anglais, va amener les Lions à justement courir avec le ballon. On n'aura peut-être pas tant besoin de Jared Goff que ça. Euh, Comme je l'ai dit, ils sont vulnérables par la course. Les Bears, on a accordé le troisième plus bas total de points, dis-je, au quart adverse cette saison. Donc, euh, si vous avez une option d'un quart qui joue contre des défenses contre la passe plus vulnérables, moins coriaces que celle des Bears,
je pense que Jared Goff pourrait être laissé sur votre banc. Jared Goff, depuis le début de la saison, Didier, c'est le corps qui connaît des grands matchs lorsqu'il est sur notre banc et connaît des matchs très ordinaires lorsqu'on l'insère dans notre formation, un peu comme Kyler Murray. Donc, faites votre choix. Vous allez vivre avec Jared Goff dans votre formation pour le meilleur et pour le pire. Même chose, ou sur votre banc pour le meilleur et pour le pire. C'est un peu ça, Jared Goff, au niveau fantasy cette saison. Alors maintenant, on va se tourner à la position de porteur de ballon, le demi à l'attaque recrue des Buccaneers de Tampa Bay, Bucky Irving, qui lui ben, continue d'être productif, là, peu importe les circonstances. On assiste vraiment à l'émergence de Bucky Irving depuis quelques semaines. La semaine dernière, il a couru des tracés dans 59% des jeux aériens de l'équipe. Ça s'est traduit par 6 réceptions pour 64 verges pour un porteur de ballon en format PPR. C'est vraiment exceptionnel pour lui. Une moyenne de 7,3 verges par course la semaine dernière et 7,3 verges après contact. Il est vraiment dynamique dans le champ. C'est le porteur de ballon le plus dynamique des Buccaneers, assurément. Il est quatrième dans la NFL pour les verges par course cette saison. Il est premier pour les verges après contact chez les porteurs de ballon dans la NFL. Vraiment, il est excellent à Bucky Irving. Et lors de la semaine numéro 13, on affronte les Panthers qui accordent en moyenne près de 30 points par match à la position de porteur de ballon. Donc vraiment, Bucky Irving est un joueur vraiment à insérer avec confiance dans votre formation cette semaine. Et je voulais attirer votre attention sur le calendrier des Buccaneers d'ici la fin de la saison. On affronte les Panthers cette semaine, ensuite Las Vegas, les Chargers, Hmm. les Cowboys et on retrouve les Panthers. Pour moi, là, on parle de league winner en anglais au niveau fantasy pour les prochaines semaines pour Bucky Irving. Il pourrait vraiment aider des formations fantasy jusqu'en finale, jusqu'en éliminatoire. Ouais, vraiment, un calendrier très favorable pour les Buccaneers, mais Mhm. également pour les propriétaires de Bucky Irving en termes de fantasy football. Maintenant, Najee Harris des Steelers de Pittsburgh, tu crois pas que ça vaut la peine de le faire jouer cette semaine contre la mauvaise défense des Bengals? On a assisté à un changement de garde un peu du côté du jeu au sol des Steelers la semaine dernière. Najee Harris a seulement joué 39% des jeux comparativement à Jalen Warren, qui en a joué 57%. Donc, pour moi, puis en plus, à l'œil, on voyait que Jalen Warren vraiment était plus dynamique que Najee Harris. Ça n'a jamais été un porteur de ballon très dynamique. Najee Harris a été un porteur de ballon robuste, qui entre dans le tas, comme on dit, qui gagne des verges durement gagnées au sol. Najee Harris, ça s'est traduit par une moyenne de 2,6 verges par course, comparativement à 4,1 pour Jalen Warren. Et lors de la semaine numéro 13, oui, on affronte les Bengals qui sont vulnérables, permissifs par la passe, mais contre la course, vraiment, on a accordé le 7e plus bas total de points au porteur de ballon adverse cette saison. On accorde en moyenne seulement 108 verges au sol par match. Et si on se dit, faire une mathématique assez simple, si on se dit que cette part du 108 verges-là est divisée en deux, ben, ça donne seulement quoi, 54 verges. Si Najee Harris ne marque pas de toucher, vous allez trouver que votre journée fantasy est quand même assez décevante. Donc, puis on sait ça que gager sur un toucher, ben c'est jamais vraiment quelque chose qu'il faut faire au niveau fantasy. Donc, moi, je pense que Najee Harris, c'est un flex, c'est un pivot simplement cette semaine plutôt qu'un porteur de ballon numéro 2. Ah, parfait. Maintenant, chez les receveurs de passe, il y a Jackson Smith et Njigba des Seahawks de Seattle, qui a connu un bon match, a réussi de grosses réceptions pour les Seahawks dans leur victoire contre les Cardinals de l'Arizona. Puis tu penses que ça va se poursuivre, hein, possiblement cette semaine? Tu te souviens, il y a quelques semaines, je l'avais bardassé un peu, Jackson Smith et Jigba. Je disais, grosso modo, qu'il était pas bon euh, pour les Seahawks de Seattle, mais finalement, T'as à la suite de entendu? sa grosse. Oui, exactement. Il y a eu une grosse performance depuis 200 verges, plus de 30 points fantasy. En fait, il est le receveur numéro 7 au total au niveau fantasy cette saison. Il est en train de me faire passer pour un idiot. 26 points fantasy en format PPR lors des 3 derniers matchs. On affronte la défense des Jets, qui est quand même excellente contre le jeu aérien cette semaine, mais je pense que Sauce Gardner va être sur DK Metcalf. Et on sait que le dernier duel entre Metcalf et Garner, DK Metcalf, on doit remonter à la saison 2022-2023. DK Metcalf avait obtenu seulement 3 verges de gain par la passe. Donc vraiment, Sauce Garner avait eu le dessus. Hmm. Ce qui m'amène à vous parler de Jackson Smith et Njigba, qui devrait voir moins de couverture, avoir le deuxième demi de coin
des Jets, c'est qui? C'est Michael Carter, je pense, Didier, qui sera sur lui. DJ Donc, ça Reed. peut amener C'est pas Jackson. DJ Reed, Ah ouais. oui, c'est vrai. DJ Reed. Donc, ça peut amener Smith et JSN à avoir une meilleure semaine fantasy. Et il est vraiment ciblé depuis quelques semaines, depuis 5 matchs à outrance par Geno Smith. On attendait le moment où il allait devenir le numéro 2 devant Tyler Lockett, mais je pense que c'est en train de se produire. Donc, JSN, Jackson Smith, Njigba, je l'insère avec confiance. On parle ici d'un receveur numéro 2, numéro 3 au niveau fantasy cette semaine. Ouais, tout à l'heure, on a parlé bon, de la belle performance de Jalen Waddle la semaine dernière, surtout que Tyreek Hill, on le voit moins au sein de l'attaque aérienne des Dolphins de Miami. Mais malgré tout, tu crois que Waddle, ça vaudrait mieux de le clouer au banc cette semaine? Pourquoi? On ne doit pas tomber dans le piège d'une bonne performance parce qu'on va se le dire, on va se dire les vraies affaires. Jalen Waddle était absent, était inexistant au niveau fantasy depuis le début de la saison. Il n'y avait aucune semaine avec plus de C'est 10 peut-être points son fantasy réveil, justement. avant, On assiste peut-être à son réveil euh, en termes de fantasy, non? avant la semaine numéro 12. Donc, écoute, peut-être, mais moi, je vais il se réveillera sur mon banc cette semaine. Je vais attendre qu'il en colle deux de suite avant de passer, de le recommander au niveau fantasy. Et lors de la semaine numéro 13, on affronte les Packers. Les Packers ont accordé le huitième plus bas total de points aux receveurs adverses cette saison. En fait, les Packers sont sous la moyenne pour les points accordés aux alliés rapprochés et aux passes allouées aux porteurs de ballon adverses. Donc, ça, c'est un affrontement favorable. On a parlé de Jonnu Smith tout à l'heure. Je pense que c'est un affrontement favorable pour Jonnu Smith et un affrontement favorable pour un gars comme Devon Achane. Je pense que Jalen Waddle va retourner dans l'oubli cette semaine. Je pense qu'on va accentuer vraiment le plan de match autour de Achane et Jonnu Smith. C'est pourquoi je trouve que Jalen Waddle, ben écoute, s'il y a une autre semaine comme celle de la semaine dernière, tant mieux. On en reparlera la semaine prochaine peut-être. Mais moi, je le laisse sur mon banc encore une fois cette semaine. Chez les ailiers rapprochés, Pat Freiermuth des Steelers de Pittsburgh, il va affronter les Bengals de Cincinnati. Et puis, tu penses qu'il pourrait connaître du succès? C'est strictement un joueur que je dois insérer à cause de l'affrontement contre les Bengals. Les Bengals ont accordé le deuxième plus haut total de points aux alliés rapprochés adverses cette saison. En fait, ils nous ont accordé 7 touchés à la position depuis le début de la saison. Ils ont accordé un touché aux alliés rapprochés dans 3 matchs de suite également. Pat Freiermuth, la semaine dernière, a seulement eu 59 verges, mais il a été quelquefois fin seul dans la zone des buts. Il aurait pu connaître un bien meilleur match que les statistiques le laissent croire. Donc, je pense que justement, on doit attaquer la défense des Bengals contre les ailiers rapprochés. Je pense que Pat Freiermuth peut être une option intéressante pour vous à la position d'ailier rapproché cette semaine. Et le Carl Pitts des Falcons Atlanta, bon, les Falcons avaient congé la semaine dernière, et puis avant la semaine de congé des Falcons, ben, Pitts a probablement connu les meilleurs moments de sa carrière, du moins en termes de Mm. constance. Et puis, t'es pas convaincu là, que ça va se poursuivre, même après une semaine de congé. En fait, Carl Pitts a 3 touchés cette saison, dont 2 dans le même match. Donc, il y a 2 matchs où il a inscrit seulement des touchés. Il a un catch seulement dans 2 de ses 3 derniers matchs. Et lors de la semaine 13, on affronte les Chargers. Il n'avait pas accordé de toucher aux alliés rapprochés les Chargers avant Mark Andrews lundi dernier. Donc, c'est vraiment une défense qui excelle contre les alliés rapprochés adverses. Et Mark Andrews, c'était la deuxième fois seulement qu'on franchissait la barre des 10 points fantasy pour la position d'allié rapproché. La première fois, c'était lors de la semaine numéro 4, alors que le duo Kelsey-Gray avait obtenu au total plus de 10 points fantasy. Donc, vraiment, la défense des Chargers, elle muselle la position d'ailier rapproché. Je pense que Carl Pitts, cette semaine, ce n'est pas une bonne semaine pour l'insérer dans votre formation fantasy. En tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai bien hâte de voir ce match-là. Chargers-Falcons, c'est une Mhm. opportunité qu'on ne peut pas rater du côté des Falcons à domicile. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Pour l'emporter, ça va prendre la contribution de Carl Pitts. Alors, on verra s'il pourra avoir du succès contre la défense des Chargers, que tu viens de dire, elle fait du bon boulot contre les ailiers rapprochés en général depuis le début de la saison. Ben, écoute, Marc-André, on a fait le tour. Je te remercie pour ta contribution au podcast cette semaine. Et puis, La, ben, on se reparle, la puis on semaine va voir la semaine prochaine, prochaine. Ouais. la semaine prochaine, j'aimerais voir un sapin de Noël dans ton décor en arrière chez toi. Je pense que Ah, je trouve que tu n'es pas encore trop dans l'esprit des fêtes. J'imagine qu'il y a un sapin qui va se faire cette semaine. Tu as du temps en plus, là. T'es ah, pas ben là, occupé? écoute,
Tu mets de la pression là, sur Guillaume là, au niveau du décor virtuel. Il va falloir acheter un sapin de Noël, une couronne de Noël, quelque chose, ou des cadeaux. En tout cas, on va voir si ça peut se faire, mais la commande est passée là, auprès de Guillaume Ah, officiellement. c'est pas chez toi, Mais écoute, Marc, c'est pas chez toi. OK. Je pensais que c'était chez toi, moi. ouais, ouais, c'est mon salon. Ouais, ouais, c'est ça, c'est mon salon. Oui. Ouais, ouais, exactement, c'est mon salon. Je mets le logo du podcast dans mon salon. Quand les gens y rentrent, ils savent là, tout de suite où ils sont. Oui. C'est Bon, ben bon. écoute, Marc-André, je te remercie. Attention à toi, puis on se reparle très prochainement. Salut. Alors, on va maintenant répondre à vos questions dans le cadre de la Minute des fans. On a deux questions, une par courriel et une autre qu'on a reçue par vidéo. On va commencer par la question qu'on a eue par courriel qui nous vient de Nicolas. Nicolas qui est de la région de Gatineau. Salut Didier. Alors, j'espère que ça va bien. Alors, ben, on a coupé un peu, oui, parce que c'était long, là, le courriel que Nicolas m'a envoyé, mais il est allé de bons mots à l'endroit du podcast. Alors, écoute, on te remercie, Nicolas. Je suis un grand fan des Seahawks de Seattle et ma question concerne la division ouest de la NFC. La compétition et la parité au sein de cette division sont à leur maximum. Quelle équipe, selon toi, va réussir à tirer son épingle du jeu et se qualifier pour ce qui sera vraisemblablement la seule place disponible au sein de la division pour les éliminatoires? Encore un grand merci et longue vie au podcast. Ben, merci à toi, Nicolas. C'est grandement apprécié le fait que tu as pris le temps afin de nous envoyer cette question. Pour moi, l'équipe à battre maintenant, la suite des matchs à 12e semaine, ce sont les Seahawks de Seattle. J'en parlais tout à l'heure, la défense de Seattle qui est améliorée. Il semble qu'on est en train finalement d'assimiler le système de jeu de Mike McDonald. Mon seul point d'interrogation sont les performances de Geno Smith. Encore une fois, la semaine dernière, pour un carrière vétéran, Smith a été victime d'une interception dans la zone des buts. Il me semble que ça fait quelques fois que je vois ça de sa part depuis le début de la saison. Après ça, il est revenu en force. Donc, c'est ça, le Geno Smith. C'est ça qui nous frustre lorsqu'on le regarde. Parce qu'il y a des passes qu'il décoche qui sont d'une précision vraiment incroyable. Il a le compas dans l'œil, mais la séquence suivante, il peut être victime d'une crampe au cerveau. Mais il finit toujours par se relever, Geno Smith. Il y a 2 semaines, il avait permis aux Seahawks de l'emporter. Il avait inscrit lui-même le toucher de la victoire en courant. Donc, on ne peut jamais compter Geno Smith pour battu, même lorsqu'il commet des bévues. Il est en mesure de revenir par la suite. Alors, pour moi, je vais choisir les Seahawks de Seattle parce que les Cardinals, j'ai de la misère à y croire. On fait de bonnes choses, mais si on ne peut pas courir avec le ballon en attaque, ça crée des problèmes. On l'a vu, l'attaque au sol des Seahawks, l'attaque au sol des Cardinals a complètement été arrêtée à Seattle la semaine dernière. Alors, je pense que les Seahawks sont une de ces équipes-là qui jouent mieux, là, qui semble avoir trouvé son air d'aller à un moment important de la saison. Je crois que ça va se poursuivre. Alors, choisis les Seahawks de Seattle à venir au premier rang de la division Ouest de la nationale. Encore une fois, Nicolas, merci beaucoup de nous avoir envoyé cette question. Maintenant, on va répondre à une autre de vos questions qui nous a été envoyée en vidéo. Écoutons et regardons cette question. Bonjour Didier. Euh, bon, cette année, c'est moins l'hécatombe que l'année dernière au niveau des carrières, mais je me demandais avec la libération de Daniel Jones, bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même un carrière de la NFL. Est-ce que tu crois qu'il y a des équipes là, qui seraient intéressées à l'engager d'ici la fin de la saison pour s'assurer là, un bon deuxième carrière? Bonne journée. Bonne journée à toi, Régis. Régis, qui est le fan numéro un du podcast Le Sac du Corps. Encore une fois, merci, Régis, de nous avoir envoyé cette question via vidéo. Oui, Daniel Jones, il y a déjà des rumeurs qui circulent. J'en ai fait mention tout à l'heure. Il y a Kevin O'Connell, l'entraîneur-chef des Vikings du Minnesota, qui lui a dit il a toujours été un fan de Daniel Jones, qui croit qu'il est un carrière talentueux. Alors, qui sait, peut-être qu'on pourrait le mettre sous contrat au cours des prochains jours afin qu'il seconde Sam Darnold afin d'avoir une police d'assurance si jamais il arrive quelque chose à Sam Darnold. Il y a des rumeurs qu'on croit que les Ravens de Baltimore pourraient être intéressés à ses services. En tout cas, il semble qu'il y a de l'intérêt auprès de Sam Darnold
pour l'amener comme carrière réserviste de Darnold. J'arrête pas de dire Sam Darnold, oui. On parle bien sûr de Daniel Jones. Alors, il semble qu'il y a de l'intérêt par des équipes de l'NFL envers Daniel Jones. Lui, il a dit qu'il aimerait ça se joindre à une équipe qui aspire aux grands honneurs, qui pourrait participer aux éliminatoires, on comprend, après avoir joué toute sa carrière avec les Giants de New York. Moi, je souhaite pour Daniel Jones qu'il va joindre une équipe avec qui a un bon groupe d'entraîneurs, une équipe qui sait comment développer un carrière afin de l'aider à relancer sa carrière. Il n'a jamais joué derrière une bonne ligne à l'attaque. Alors, qui sait, peut-être qu'il pourrait connaître une renaissance à sa carrière, comme Sam Darnold est en train d'en connaître une avec les Vikings du Minnesota, ou même Baker Mayfield, qui est en mesure de se replacer et qui est maintenant devenu un carrière solide du côté de Tampa Bay. Alors, Régis, encore une fois, je vous remercie de nous avoir envoyé votre question. Et pour les gens qui ont téléchargé le podcast ou qui le regardent via la chaîne YouTube, ben, je vous remercie de regarder le podcast à toutes les semaines et puis passez la bonne nouvelle à vos amis qui sont également des mordus de football afin de s'abonner à la chaîne YouTube. On va développer du contenu pour vous au cours des prochaines semaines avec l'approche des éliminatoires de la NFL. Alors, je vous souhaite de passer une bonne semaine. On vous reparle la semaine prochaine.